Commence d'une façon assez inhabituelle quand même. C'est Hebdo, édition du dimanche 6 mars 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Véhicule de fonction, tous sauf des jouets, telle est la une du quotidien Cameroun Tribune paru le jeudi 3 mars 2022. En effet, les autorités administratives viennent de recevoir une quarantaine de véhicules offerts par le président de la République, son Excellence Paul Biya, des Toyota Fortuner et autres pick-up dont l'objectif, fait savoir le MINAT, est d'améliorer leurs conditions de travail. Disons-le, cependant, la cérémonie solennelle de remise de ces véhicules fait débat dans l'opinion publique car elle intervient en plein mouvement de revendication des enseignants. On en parle. On parlera également de la nomination de Rigobert Song, l'ancien capitaine des Lions Indomptables et depuis quelques jours déjà le manager sélectionneur des Lions Indomptables. Une nomination du chef de l'État qui vient mettre un terme au bras de fer entre guillemets opposant le MINSEP, le ministre des Sports, au président de la FECAFOOT au sujet justement du maintien au nom de l'ancien sélectionneur Antonio Conceição. Et pour sortir de cette émission, on reparlera de la crise qui secoue depuis fin 2016 les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Cette semaine, le sous-préfet des Kondo-Titi, le maire de la ville et 3 autres personnes ont perdu la vie lors d'une attaque à l'engin explosif du convoi pris par le sous-préfet pour sa tournée socio-économique. On parle de tous ces sujets avec vous, Monsieur Samuel Motte. Vous êtes expert comptable, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, député de la Nation. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla, merci pour l'accueil qui m'a été réservé. J'en profite également pour saluer des amis et des camarades de longue date que je n'ai pas rencontrés dans le cadre d'un débat, Maître Claude Assira, Maître Roland Diéou. J'espère que je ne vais pas me trouver bien seul sur le plateau. Non, vous savez vous défendre, je vous fais confiance pour ça. Je n'ai pas les grippes, mais je vais essayer. D'accord. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Moi, je suis quelqu'un qui essaie de simplifier au maximum la vie. Je ne sais pas bien d'avoir des hauts et des bas. Je prends les événements tels qu'ils sont. Il n'y a pas d'événement majeur en ce qui me concerne, tout au moins dans l'intervalle que vous avez défini. D'accord. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, ou plutôt face à vous, on reçoit justement Maître Claude Assira, avocat, enseignant. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci de votre nouvelle invitation. Alors sur la même question que Samuel Motte, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Je suis très heureux de retrouver ce plateau que j'avais abandonné depuis à peu près 2 ou 3 ans, depuis bien longtemps. Donc, je suis heureux de retrouver et vous-même et les camarades de plateau de ce matin. C'est la première fois que je me retrouve avec Maître Roland Diéou, que j'apprécie par ailleurs, je crois qu'on peut le dire, sans que ça n'enlève absolument rien à l'estime et la grande amitié que j'ai pour l'honorable Motte, que j'aime également pour le développement qu'il sait faire. Et j'espère que son talent va enfin pouvoir profiter véritablement à la nation, là où il est. Et puis, tous vos téléspectateurs, à qui je souhaite d'ores et déjà un excellent dimanche. Alors, je vais vous taquiner un peu tous les deux. Pour les développements qu'il sait faire sur les plateaux ou bien en dehors? En dehors des plateaux, il est pratiquement imprenable, irréprochable en général. Je pense que sur les plateaux, la plupart du temps, j'ai souvent du mal à reconnaître la science, l'équilibre, l'objectivité que j'ai souvent connue de lui, par ailleurs, en dehors des plateaux. Je ne doute pas une seule seconde que ce soit simplement une posture ponctuelle et que sans doute dans les fonctions hautes et nobles qui sont les siennes, qu'il sait reprendre tout le talent qui est le sien habituellement pour essayer de le mettre au service la grande cause qui est désormais la sienne depuis la dernière fois que je l'ai... En fait, ce que Maître Assira dit, c'est que vous avez en fait 2 discours. Un discours sur les plateaux et un autre discours en dehors. Ah non. Non. Bon, disons que mettons ça dans le sens sous le coup de la perception. Non, essaye d'être constant. Je crois d'ailleurs que c'est ça qu'il faut être de manière générale dans la vie. Il faut avoir un certain nombre de principes. Et ces principes-là, on doit les défendre où qu'on se trouve. Il faut avoir des principes à géométrie variable. Et dans mon cas, effectivement, mais bon, comme celui qui pose ce jugement-là, j'espère qu'il a suffisamment d'éléments pour pouvoir tirer une telle conclusion, mais j'essaie d'être constant. Merci à tous les deux d'être là. Maître Roland Diéou est avocat, il est également militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, merci pour l'invitation que j'accepte toujours avec un grand plaisir. Je profite de l'occasion pour saluer également tous mes compatriotes et d'adresser à Maître Claude Assira à mes côtés
le sentiment du jeune confrère qui apprécie depuis longtemps l'aîné, qui pour lui représente une sorte de modèle. Merci. Je suis très heureux des mots aimables que vous avez bien voulu adresser à l'endroit de ma modeste personne, cher confrère. Et je suis très honoré de savoir que je peux compter sur des aînés de votre calibre pour toujours garder le cap. Je remercie également tous les téléspectateurs qui nous suivent et je profite de l'occasion pour adresser à nos camarades, à nos amis politiques qui sont dans nos prisons mes salutations et mes voeux d'encouragement pour cette période difficile qui est la leur. Alors, il y aura un quatrième invité tout à l'heure qu'on va prendre au téléphone, c'est Bernard Chetan. Mais avant de l'introduire, je veux juste vous dire que c'est un grand admirateur de Maître Roland Diouf. Je crois qu'il vous le dira. Alors, vous avez décidé, le MRC, je parle bien sûr du MRC, a décidé de se soustraire à l'espace public, à l'espace médiatique, parce que vous estimez voilà, que l'heure était grave et qu'il était important de garder le silence après avoir constaté l'inutilité de vos condamnations. Pourquoi est-ce que vous revenez aujourd'hui? D'abord, je dois commencer par ajouter, non pas que ce que vous avez dit soit une contre-vérité, mais peut-être qu'il vaut mieux donner des précisions. Oui. Il faut indiquer que la suspension du port de la robe, qui est une décision que nos avocats, les membres du collectif Sylvain Swap, ont prise, était une décision des avocats, qui a été évidemment suivie, encouragée et même soutenue par le parti. Mais pour celle qui concerne la suspension de nos passages médiatiques, le contexte est celui-ci. Nos camarades venaient, pour la plupart, de prendre des condamnations très lourdes, allant jusqu'à 7 années d'emprisonnement. La première réaction que nous avons eue, c'était celle d'un silence de compassion, c'était celle d'un silence de soutien, d'un silence de solidarité. Nous nous sommes dit que dans un premier temps, face à de tels actes barbares de notre machine judiciaire, il fallait d'abord commencer par accuser le coup, prendre acte et se souder autour de nos amis politiques afin de leur donner l'information, le message selon lequel nous compatissons et nous sommes solidaires et de tout cœur avec eux. Maintenant, cette étape franchie, l'actualité et l'opinion publique nous attendant et nous écoutant, il est également de notre devoir d'entendre le son qui vient de la population camerounaise qui a besoin de savoir ce que nous pensons en tant que parti politique des grands sujets qui préoccupent la nation camerounaise depuis le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations et toutes ces autres actualités qui meublent le quotidien des Camerounais. Et donc, naturellement, en tant que parti politique organisé, nous avons pris la décision de revenir sur les plateaux de télévision, de revenir dans la communication médiatique pour donner notre position, tout en maintenant le cap initial qui avait été fixé, qui est celui de mobiliser toutes nos énergies afin d'obtenir la libération. Qu'est-ce qui va changer justement Qu'est-ce qui va changer justement dans la communication du MRC sur les plateaux après ce moment de silence? D'abord, nous insisterons fondamentalement sur la situation de nos camarades politiques. C'est-à-dire que ce sera ça la trame de fond essentielle de notre communication. Vous l'avez peut-être remarqué, j'arbore un t-shirt qui est un t-shirt. Vous uniquement ou tous les communicants du MRC en ce moment sur les plateaux? De toutes les manières, c'est une modalité de communication qui est prescrite aux communicants du MRC. Cela peut se faire justement à travers le port de ce t-shirt que les communicants ont et qu'ils peuvent porter lors de leur passage médiatique, notamment sur les chaînes de télévision, mais aussi de toujours rappeler, chaque fois que nous avons l'occasion de prendre la parole, que nos camarades, nos camarades qui sont en prison le sont parce qu'ils ont osé exercer des libertés qui sont des libertés fondamentales, des libertés constitutionnelles, et que la machine judiciaire a été instrumentalisée pour leur infliger des peines incompréhensibles. Aussi, nous devons indiquer que ça doit être un combat permanent et de tous les Camerounais, parce que ce que les camarades politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont vécu ou vivent au quotidien dans l'exercice de leur activité politique, tous les Camerounais sont potentiellement victimes de cela, parce que nous savons tous, et je parle sous le contrôle d'acteurs du secteur judiciaire, que les citoyens font face devant la justice souvent à des abus, souvent à des décisions qui sont difficiles à comprendre. Et donc, ce n'est pas seulement un combat
politique, c'est aussi et avant tout un combat citoyen. Une dernière question pour sortir. Il faut également dire que votre retrait médiatique coïncide avec le début et la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on se souvient justement que le professeur Maurice Kamto a demandé aux militants du MRC et aux autres Camerounais de ne pas, entre guillemets, mal parler du Cameroun pendant cette période, est-ce qu'on doit faire le lien également entre votre retrait médiatique et cet événement-là qu'organisait le Cameroun? Je vous l'ai expliqué il y a un instant, notre retrait médiatique était lié à la décision des juridictions camerounaises de condamner à des peines lourdes et incompréhensibles nos camarades politiques. Par la suite, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations et fidèle à son attitude de responsabilité habituelle, le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, de concert avec les membres du parti et en l'occurrence le directoire, a cru bon de donner un message qui devait permettre que cet événement qui se déroulait pour la deuxième fois, mais on penserait que c'était la première fois, parce que la première fois, il y a de cela à peu près 50 ans, puisse se dérouler dans les meilleures conditions de sérénité possible. Même si la première communication du professeur Maurice Kamto à ce sujet n'était pas dans le sens vous pouvez me rappeler la dite communication, de l'apaisement, une communication qui a justement fait sortir le ministre de l'administration territoriale. Si vous faites allusion à la phrase selon laquelle ceux qui veulent salir l'image du Cameroun auront l'occasion de la salir à l'occasion de la CAN, alors je vous prierai de reprendre un peu ce propos et de remettre dans le contexte pour voir si effectivement il s'agit d'une invite à la désobéissance. Il est question, et d'ailleurs les faits lui ont donné raison, il disait que ceux qui ont l'habitude de salir l'image du Cameroun auront l'occasion de la salir au cours de la CAN. Il a préféré que nos camarades et le parti ne soient pas de ceux qui salissent l'image du Cameroun et celle de la CAN, mais ça n'a pas loupé. Ceux qui nous dirigent par effraction depuis un moment ont cru devoir, bien entendu, faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire salir l'image du Cameroun, parce que rappelez-vous qu'on peut allègrement se délecter de grands crus qui coûtent des fortunes, alors que l'essentiel des Camerounais croupit dans la misère, comme Sankara disait, soit du champagne pour quelques-uns, soit de l'eau pour tout le monde. Nous avons choisi que tout le monde puisse avoir de l'eau et tenir de l'électricité aussi. Mais certains ont choisi d'avoir du Dom Pérignon et du Château Pétrus pour eux et pour eux tous seuls. C'était ceux-là qui étaient annoncés à l'avance, un peu comme une prédiction. On savait qu'il y a des gens qui vont s'illustrer comme à leur habitude dans la salissure permanente de l'image du Cameroun. Les désorganisations ont fait qu'il y ait eu, et nous le regrettons, des pertes en vies humaines dans un stade qu'on n'arrive pas encore à baptiser. Pourtant, lorsqu'on lançait le chantier, on était en grande pompe en train de dire qu'on faisait le stade Paul Biya. Il est aujourd'hui entaché d'une image triste pour ce qui s'est passé à l'occasion de la Coupe d'Afrique. Je termine en disant que pendant que nous étions admiratifs de la beauté du stade de Japoma, on s'est rendu compte qu'on n'a pas pu, alors qu'on organisait une Coupe d'Afrique, à entretenir la pelouse. Vous voyez donc ceux-là qui ont l'habitude de salir l'image du Cameroun n'ont pas dérogé à leur habitude. Samuel Mout, avant Bernard Choutan, Samuel Mout. Oh, je me suis mis à espérer tout à l'heure, quand vous avez demandé ce qui a changé dans leur communication, à espérer que Roland Dio effectivement avait changé, puisqu'il a parlé assez régulièrement des camarades politiques en prison, au lieu du terme qu'il était consacré, cela de détenus politiques, mais très vite le baromètre est retombé, il est revenu aux fondamentaux qui sont les leurs. Mais si vous me prêtez le terme de prisonnier politique, je l'accepte volontiers, honorable. Puisque non, en plus vous faites référence à votre t-shirt que vous portez. C'est très bien écrit dessus, prisonnier politique. Bah, voilà. Non, merci de m'avoir aidé à corriger il ne s'agit pas de vous prêter des paroles, puisque vous, tout à l'heure, vous l'avez dit, il s'agit des gens qui ont, tout en exerçant leur liberté, leurs droits fondamentaux, ont été mis en prison. Effectivement, ça répond à une qualification de prisonniers politiques. J'aurais seulement souhaité que vous soyez là-dedans complet en disant qu'ils ont exercé dans un cadre qui était illégal, qui n'était pas légal. On aura le temps de faire le et dans débat ce sur la cadre-là, lorsque question, vous avez enfreint la loi, on ne peut pas considérer que là, vous êtes dans l'exercice de vos droits fondamentaux. Mais en même temps, vous voyez très bien la tendance qu'il a prise tout à l'heure. Les propos de Maurice Kamto, j'aimerais bien qu'on les revoie de fond en comble. En fait, il est en train de hurler, comme à son habitude. Il menace en disant que
si on ne libère pas les prisonniers politiques, les gens qui ont l'habitude de salir la République seront responsables de ces salitudes-là parce qu'ils entendent bloquer tout. Mais à l'évidence, il est revenu il est revenu à l'essentiel en reconnaissant cette phrase, ils entendent bloquer tout, c'est bien ce que ça voulait dire. C'est bien ce que ça voulait dire. Et maintenant, il est revenu à des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus simples, en reconnaissant, je veux dire, sur des bouts de lèvres qu'effectivement la Coupe des Nations pouvait se passer comme ça, mais parce qu'il s'était rendu compte à l'évidence qu'en réalité, il ne pouvait rien faire compte tenu du mouvement qui avait été enclenché. Vous voyez très bien là aussi, il y a certainement eu un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Les histoires de Polo, je le reconnais, les histoires également du fait qu'il y a des stars qui ne sont pas livrées jusque-là, mais quand on dit effectivement qu'on défend une image, Claude Assira m'a pris tout en griffe tout à l'heure en me disant que j'ai double langage, je n'ai pas double langage, je suis sur les principes. Et lorsqu'on dit effectivement que l'on supporte un événement comme celui-là qui avait pour vocation effectivement de vendre le Cameroun à l'extérieur, il faut qu'on soit constant. Parce que le retard de livraison des chantiers, le Cameroun, c'est pas la charge de carrière du Cameroun. Il peut y avoir des événements comme ça qui constituent des couacs. J'aurais souhaité moi-même qu'on ait des pelouses qui tiennent le coup. Même la pelouse de Lemba, à un moment donné, a montré un certain nombre d'inquiétudes parce qu'on voit bien que ça s'arrachait de partout. Mais de toutes les façons, je crois que dans le cas d'espèce, on a sauvé l'essentiel. Restons dans cette dynamique. On a sauvé l'essentiel. Et maintenant, qu'en est-il des personnes qui étaient responsables justement de... Alors là, effectivement, malheureusement, il se trompe des responsabilités. Le stade, il parle d'entretien, il est remis à la CAF 6 mois avant. Et donc, la personne qui doit s'occuper de l'entretien, ce n'est même pas le Cameroun. Le stade de Lembe est remis à la CAF 6 mois avant. Ça a été le cas. À partir du moment où on entre en compétition... Attendez, non. C'est deux choses différentes. Il faut croire que c'est vrai, en fait. Non, mais c'est bien ça. C'est la réglementation à la matière. C'est la réglementation à la matière. On est d'accord. C'est la réglementation à la matière. Je suis en mesure de confirmer. Il y a deux phénomènes qui se produisent en même temps. Il y a celui de Japoma qui est livré avant, bien longtemps avant, puisqu'il y a eu un certain nombre de compétitions qui se sont déroulées, qui a été remis à la CAF conformément à la procédure. L'OMB, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a des retards. Alors, qui est responsable qui est responsable dans le cas d'Olembe? Dans le cas d'Olembe, on voit très bien que ce qui joue contre nous, c'est que la pelouse est encore fraîche. Peut-être que les herbes ne sont pas encore enracinées, c'est pourquoi ça s'arrache de partout. Mais je dis bien que... Donc qui est responsable? En fait, ce qui joue contre le Cameroun, mais qui est responsable dans le cas d'Olembe? Vous voulez absolument des responsabilités. Mon propos n'était pas de dire, à partir du moment où le Cameroun n'est pas responsable... Songez, honorable, que vous êtes chargé de contrôler l'action du gouvernement. Vous devez chercher les responsables. On aurait souhaité avoir une compétition qui n'allait pas être critiquée, mais vous voyez très bien qu'il y avait un certain nombre de personnes, même quand ça marchait très bien, n'ont pas hésité à la critiquer. J'ai d'ailleurs fait un post à la matière le jour où la Côte d'Ivoire remportait le match, le dernier match qui s'est joué à Olembe. J'ai fait un post en disant, demander aux Ivoiriens quel est l'état du stade d'Olembe, ils vont se dire que c'est le meilleur stade du monde. La plupart des gens qui ont tiré également là aussi des sonnettes d'alarme, c'est très souvent à la suite des échecs. Vous avez dit tout à l'heure vous-même que la pelouse d'Olembe avec... Pour une raison simple. Non, Japoma déjà. Pour une raison simple. Japoma, je savais que dans cette histoire-là où on avait tout le monde à dos, il fallait être impeccable. Il fallait il fallait tout réussir. Il ne fallait pas donner le flanc à la moindre petite critique. Les choses allaient s'amplifier. Tout ce qu'on a raconté, y compris les histoires qui sont passées à l'Ouest où les gens étaient logés à 6, ça également, ce n'était pas des choses agréables. Et c'est pour cette raison-là, effectivement, que je suis je déplore le fait qu'il y a un certain nombre de petits couacs, mais à l'essentiel, c'est uniquement des petits couacs. On a joué des Coupes du Monde, des Coupes des Nations ailleurs, dans des stades qui étaient en plus petit état que celui-là. Et le problème dans cette histoire-là, c'est que Roland Diou, très souvent, c'est nous qui avons ouvert la brèche. D'accord. Merci Samuel Maud d'être avec nous ce dimanche. Alors, on va prendre également Bernard Choutan. Bernard Choutan, vous êtes avec nous? Allô? Ok, on l'aura certainement pendant l'émission, Bernard Choutan. On va parler justement de ces véhicules de fonction attribués aux autorités administratives, une quarantaine de véhicules justement faits par le président de la République, des Toyota Fortune et autres pick-up dont l'objectif a fait savoir le ministre de l'administration territoriale et d'améliorer les conditions de travail. Alors,
il faut le dire, depuis que ces véhicules ont été remis à ces fonctionnaires, de la polémique enfle justement dans l'opinion publique. On va commencer par vous, Maître Roland Diowo, une quarantaine de véhicules achetés neufs par ces temps de crise. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ça nous inspire simplement ce que nous dénonçons depuis un moment. C'est que on peut se plaindre dans ce pays de n'avoir pas souvent des ressources pour adresser des questions essentielles, notamment de l'ordre du social, de l'éducation, de la santé, etc. Mais en fait, ce n'est pas qu'il manque de l'argent tant que ça. C'est que l'argent est mal géré. Le train de vie de l'État est gargantuesque, je devrais dire. Nous avons une administration publique qui ne sait que dépenser. Elle ne sait rien faire d'autre. Je vous demande pardon, Maître Roland Diowo. Je vous demande pardon, on revient à vous. Juste le temps de présenter le quatrième invité, Bernard Choutan. Bonjour Bernard Choutan, vous êtes avec nous? Bonjour Léla, bonjour à votre panel, bonjour spécial à Maître Diowo que je connais bien, donc ça me fait plaisir de savoir qu'il est là. Alors, je lui ai dit tout à l'heure. Il était prévenu. Je lui ai dit tout à l'heure que vous êtes un grand fan. Bonjour Bernard. Que vous êtes d'ailleurs le président du fan club. Bonjour. Merci pour ces mots aimables. Et heureux de te retrouver aussi sur ce plateau ce dimanche pour partager ce débat, ce café-débat. Alors, Bernard Choutan, rapidement, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine au Cameroun? La grève des enseignants, je pense que c'est quelque chose qui devrait normalement retenir l'attention de tous les Camerounais. Nous savons à quel point, pour moi, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Quand les enseignants décident de se mettre en ordre de bataille et de réclamer leur dû, et que je vois certains pesquineurs, certains Camerounais qui les empêchent de pouvoir revendiquer leurs biens, ça me met dans un état très triste parce que je me rends compte à quel point le mal est profond chez nous. Et donc, c'est vraiment l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine et depuis quelques jours. D'accord. Merci Bernard Choutan d'être avec nous. Donc, on va repartir rapidement dans les débats. Maître Roland Diowo, vous aviez la parole et vous parliez justement de cette quarantaine de véhicules achetés neufs par ces temps de crise et offerts aux administrateurs civils. Merci de me redonner la parole. Et j'étais en train de dire précisément que c'est une question de train de vie de l'État qui est en cause dans cette dépense-là, dans cette actualité-là. Comment peut-on penser qu'on estime que par ces temps qui courent, que la priorité soit de doter les administrateurs civils de grosses cylindrées achetées neufs, comme j'ai cru l'entendre. J'ai entendu d'ailleurs le ministre de l'administration territoriale dire que c'est peña. Voilà. Quand vous avez ce niveau de personnage à des niveaux si élevés dans un pays avec de telles références, on peut sérieusement se poser des questions sur la trajectoire qu'on veut donner à la gouvernance publique dans notre pays. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit lien avec l'actualité concernant la grève des enseignants et d'autres sujets même, parce que ce n'est pas seulement la situation des enseignants qui peut nous interpeller. Ça veut dire qu'on est dans un pays où, par exemple, en contexte de crise sociale, on est capable de mettre en priorité l'achat de véhicules plutôt que de régler une... D'ailleurs, il faut le dire, peut-être qu'on en parlera quand on abordera la question des enseignants, plutôt que de régler une dette. Parce qu'on donne souvent l'impression que ces enseignants sont dans une démarche syndicale où ils réclament l'amélioration, voyez-vous, de leurs conditions de travail. Peut-être que dans leurs revendications, il y a des points qui relèveraient de l'amélioration des conditions de travail, mais pour l'essentiel, ils parlent plutôt de ce qui leur est déjà dû. Ils attendent simplement que leur soit payé ce qui leur est dû, parfois depuis 5, 6, 10 ans pour certains. Alors, Bernard Choutan, avec vous, justement, on analyse ce geste du chef de l'État et le contexte dans lequel il intervient. Je viens d'écouter Maître Diowo et puis je me dis bien une chose, c'est que les priorités, c'est quelque chose qu'on devrait normalement prendre en considération au Cameroun. Vous savez, on dit, Thomas Sankara nous avait dit, certains ont choisi de boire du champagne alors que la population demande de l'eau. Vous comprenez? Ici, une fois de plus encore, nos dirigeants, je ne veux pas dire tous, mais certains ont choisi encore d'acheter des véhicules au lieu de régler la dette des enseignants. Moi, je trouve que la priorité, ça devrait être quelque chose qui devait être le fil conducteur de notre administration. Et c'est dommage que
on met en priorité les voitures, les dérégler la dette des enseignants. Ça peut être la même chose aussi pour les coupures d'électricité interspéciales au Cameroun. On se rend compte à quel point le peuple vit une situation très difficile. Le peuple pleure tous les jours. Moi, j'entends les vidéos que ça m'envoie où tout est très cher. Tout devient cher au marché. Le poisson, la nourriture, tout est cher. Et un ministre se permet de dire qu'il a acheté des voitures toutes neuves. Ça n'a pas de sens. Où est le décalage? Donc, j'ose espérer que, vous savez, Hitler, à son époque, il a fait ce qu'il a fait, il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines administrations qui sont encore poursuivies. Ah oui. Moi, j'aimerais faire comprendre à nos dirigeants que, vous savez, aujourd'hui, vous êtes aux manettes, mais demain, vous pouvez être dans l'opposition, ou bien vous pouvez fuir le pays et on va vous traquer. C'est dommage parce que je pense qu'on est un très, très beau pays. On a une jeunesse dynamique et c'est dommage on ne donne pas l'occasion à cette jeunesse de prouver ce qu'elle peut faire. Alors, Maître Claude Assira, pourtant les enseignants, depuis environ 2 semaines, ils peinent à se faire entendre. On a l'impression que ça patauge. Alors, si vous permettez que je fasse un lien avec le sujet d'entrée que vous nous avez proposé tout à l'heure, moi j'aurais aimé qu'on nous fasse un bilan comptable et financier de la CAN. Parce qu'on nous a présenté cet événement comme étant celui qui était censé vendre la vitrine pour vendre l'image du Cameroun et booster l'économie et autres. J'aurais aimé qu'on puisse le faire parce que quand on va être obligé à un moment ou à un autre de faire le parallèle entre les dépenses énormes et fastuaires qui ont pu être effectuées et celles qu'on pouvait prévoir, qui ont été purement et simplement dispendieuses au regard des priorités de ce qui se révèle après être les priorités de l'État. Puisque dès le lendemain, les lampions sont à peine éteints qu'on voit exactement au grand jour comment on se retrouve pratiquement à nu. Et je crois que la situation des enseignants, qui n'est qu'un corps de métier parmi d'autres, eux, ils ont osé protester. Je suis sûr que si d'autres avaient le courage, ils seraient nombreux à faire pareil. Aujourd'hui, on ne parle que des enseignants, mais ça pourrait être n'importe quel autre corps de métier qui serait exactement dans la même situation de paupérisation que les enseignants. Ce qui, moi, me conduit à me poser la question de savoir quel est l'ordre de priorité comporte, quelle est la boussole de ceux qui dirigent, et puis surtout, quand vous avez un pouvoir qui est centré, qui est orienté vers le même pôle de décision, l'unique, toutes les décisions qui sont prises le sont toujours pour le compte du président de la République. Sommes-nous sûrs que l'angle de vision qu'il peut avoir à un moment donné sur un problème est effectivement l'angle global qui lui permet d'avoir la connaissance globale de la situation pour pouvoir hiérarchiser les priorités? Malheureusement, l'ennui, c'est que là, ça touche un point qui est relativement sensible, la question de l'éducation. Je ne vais pas refaire aujourd'hui le couplet de ce que vaut un enseignant dans la société. Tous ici, autant que nous sommes, avons la possibilité d'être sur ce plateau parce que nous avons connu à un moment donné des enseignants qui nous ont donné les éléments, les bases fondamentales qui nous ont permis non seulement d'avoir la connaissance, l'éducation, la langue, mais aussi, forcément, qu'on le veuille ou pas, la possibilité de pouvoir nous fonder un jugement sur un certain nombre de choses. Donc, porter atteinte à ce qui est l'essence, l'essentiel même du savoir, c'est-à-dire du développement, veut dire simplement que l'ordre des priorités doit être revu dans ce pays. Quand, dans le même temps, au demeurant, on n'oublie pas que on a vu, c'est peut-être purement et simplement anecdotique, mais on a vu les orientations qui avaient souvent un caractère pervers aux abords de la Coupe d'Afrique des Nations, et que vous mettez également en parallèle avec cette fonction. Je ne vous dis pas encore une fois que les préfets n'ont pas le droit d'avoir des véhicules. Ils ont certainement le droit d'avoir des véhicules. Mais j'ai comme le sentiment que dans la priorisation, vous avez des gens qui vont avoir un véhicule qui sera un élément supplémentaire dans le cadre de ce qu'ils ont déjà, alors que vous en avez qui sont depuis des années à la recherche simplement de la base alimentaire qu'il leur faut pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc je n'ai pas le sentiment qu'à ce moment-là, c'était une priorité. Et en tout cas, si c'était une priorité, vous allez dire que c'est peut-être hypocrite. Je ne suis pas sûr que c'est avec ces termes-là et avec cet affichage médiatique que cela aurait dû être fait. Alors, vous savez, les uns et les autres interrogent justement la logique de priorité de nos gouvernants. Mais que dire justement de cette cérémonie solennelle organisée pour mettre la lumière sur cette remise de don du chef de l'État? Quel est le message que ça traduit? Elle a été solennelle parce qu'on n'a pas à avoir honte
de donner un certain nombre de matériel de travail à des gens qui en ont besoin. Claude Assira parlait tout à l'heure de priorité. La priorité, elle se fait au moment où on planifie ce qu'on va faire pour l'année d'après. Et cette planification-là s'est arrêtée pour le compte de 2022, elle s'est arrêtée en fin 2021 et donc il y a un budget qui a été voté, qui est en cours d'exécution aujourd'hui. Les problèmes qui soulèvent, effectivement, c'est des problèmes de savoir comment est-ce qu'on prend en charge un certain nombre de dépenses, mais également, là aussi, par rapport aux priorités, je voudrais vous dire qu'en matière de dépenses, le poste sectoriel qui nous prend le plus d'argent aujourd'hui de financement, c'est le poste de l'éducation, parce que si vous regardez en matière d'effectifs, il s'agit d'un effectif de 156 000 agents, qui doit être pris en compte et qui coûte à eux tous 42 milliards tous les mois. Et donc, on ne peut pas dire que parce qu'on a acheté 2 ou 3 véhicules qu'on a investi les priorités. Les priorités en matière d'éducation, c'est une priorité qui existe, c'est une priorité séculaire. Là-dedans, en matière de système de dépenses, notamment sur les affectations, vous avez là aussi le ministère de la Défense qui vient également parce que nous avons besoin d'être protégés à un moment donné. Et donc, il n'y a pas un changement de priorité. Bien entendu, il y a un certain nombre de dysfonctionnements aujourd'hui qui sont relevés et qui sortent effectivement de la gestion au quotidien, qui certainement révèlent aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a personne ici sur le plateau là qui serait contre le droit de grève. C'est-à-dire que lorsqu'il parle par exemple de l'exercice des droits fondamentaux, nous sommes tous d'accord qu'il y a quand il y a des droits fondamentaux à exercer quelque part, on a le droit de les exercer sous réserve, là, malheureusement, que l'on suive un cadre légal qui doit être défini parce que, liberté pour liberté, j'aurais également la liberté de vous trancher à vous trois ici la tête et puis trouver des arguments pour cela. Non, il y a un moment donné, il y a une limite, il y a un canevas également qui consiste à dire qu'il faudra également le suivre, qu'il pouvoir le chercher. Les plaintes aujourd'hui, ils portent sur quoi? Ils portent nécessairement sur un certain nombre de modes opératoires qui n'ont pas marché dans un certain nombre de ministres, peut-être pas toutes, heureusement, et qui certainement vont trouver une voie de résolution. Après, maintenant, vous voyez, tout à l'heure, là, quand vous avez dit à Roland Diou, je vous attendais là-dessus, pourquoi est-ce que maintenant vous commencez, vous revenez sur les plateaux? Là également, je les vois bien une volonté de vouloir venir là-dedans pour pouvoir essayer de verser de l'huile sur le feu en disant que grève ou grève, comme on l'attendait depuis 2018, elle n'a pas pris. On va en profiter également pour pouvoir encenser. Il s'agit d'un problème là qui se pose à l'ensemble des gens qui nous ont encadrés. Claude Assira, il l'a souligné valablement. Le français que nous parlons sur ce plateau, nous le devons aux enseignants. La posture que nous avons aujourd'hui, notre hiérarchie, notre ascension sociale également, nous le devons aux enseignants. Donc il n'y a pas une seule personne là sur le plateau qui va dire que les enseignants n'ont pas le droit d'avoir un confort. Dans le cadre Sauf que qu'est-ce qui fait donc problème si les enseignants ont également le droit d'avoir ce confort-là? Parce que pour justifier justement la non-tenue de ces engagements, quand il s'agit des enseignants, les gouvernants parlent de tension de trésorerie. Non. Qui a évoqué les tensions de trésorerie? Dans le cas d'espèce, non, il ne me semble pas. Pourquoi ils ne sont pas payés alors? Oh, attendez, il ne se passe tout simplement. Et c'est pour ça, effectivement, contrairement à ce que ça peut, aussi bizarre que ça puisse apparaître, la grève également, c'est un élément de gouvernance. Hein. C'est-à-dire que si vous avez dans votre ministère... Je veux dire, si les uns et les autres sont d'accord, si les uns et les autres s'accordent sur le rôle... Attendons si vous voulez que je couvre pour attendons les communications du gouvernement dans les jours à venir. Vous avez bien vu qu'il y a l'écoute qui a été réalisée et il y a un certain nombre de solutions qui vont apporter un certain nombre de lenteurs qui ont été soulevées. Ce n'est pas normal que quelqu'un commence à travailler, qu'il attende son salaire 12 mois après et qu'il n'est pas encore arrivé. Il y a... Oh, non, mais au-delà même, j'ai commencé par la borne inférieure. 12 mois déjà, c'est intenable pour nous qui avons eu la chance de travailler dans les sociétés privées. Lorsque vous êtes embauché, à la fin du mois, on vous paye. Bon, il se passe tout ce manque-là également, mais il faut aussi nuancer. Dans le cas, il le ramène ça dans le cas d'une société privée. Une société privée, c'est 3000 personnes. Quand ça tire très loin dans l'environnement camerounais, mais là, vous avez quand même 156 000 personnes à gérer. Ce qui demande que, si vous ne voulez pas effectivement que le système puisse être galvaudé, qui vous amène à la faillite, vous avez besoin de mettre un certain nombre de sécurités qui vous permet de vous assurer que chaque fois qu'on a recruté quelqu'un, cette personne-là, elle est payée parce qu'elle rend un service à l'État. Et donc, cette sécurité-là qui fait défaut à l'État du Cameroun. C'est ça qui a fait défaut, c'est ça qui a causé des lenteurs à un moment donné, mais aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent d'aller un peu plus vite. Donc, en gros, depuis toutes ces années, l'État du Cameroun a failli à cet endroit-là. Très probablement. Si aujourd'hui vous avez des indicateurs où des gens vous disent que ça fait 2 ans qu'ils ont été recrutés, qu'ils ne sont pas payés,
Alors qu'en réalité, les problèmes de trésorerie, nous les connaissons tous. Mais je peux vous assurer que dans ce domaine-là, plutôt, l'État du Cameroun tient le cap en disant qu'il respecte ses engagements et ses engagements du Cameroun sont tenus. Maintenant, quand vous avez un dossier qui est bloqué quelque part parce qu'il y a un agent qui a été laxiste, c'est bien de temps en temps de les remettre en surface pour qu'on puisse y trouver des solutions. Et je peux vous assurer, les communications qui s'annoncent pour le gouvernement dans les jours à venir donneront les Sauf informations nécessaires. qu'il y a eu des communications précédentes qui disaient qu'un certain nombre de situations en ce qui concerne cette grève des enseignants allait être régularisée la semaine dernière. Rien n'a été. Oui, mais la semaine dernière. La semaine dernière, on est en train de les résoudre. On va les résoudre le temps nécessaire de prendre. Mais là également, ne le faites pas dans la précipitation. L'histoire de recensement également qui nous fait apparaître qu'il y a eu, je veux dire, un hold-up qui a été perpétré dans les caisses de l'État, c'est un indicateur aussi. Et vous voyez très bien que si vous ouvrez trop votre système, avec des effectifs là qui venaient de vous donner, tout peut également aller à volo. Donc, on prendra des assurances nécessaires pour pouvoir dire au moment où on prendra les décisions finales, ce sera les bonnes personnes qui étaient en revendication, qui ont été payées. D'accord. Maître Claude Assera, oui, allez-y. Ce qui m'ennuie dans le propos de M. Montipe, à sa fonction, il sait à peu près quel est le processus qu'il faut suivre. Il n'y a personne qui casse un carreau et qui se retrouve enseignant. C'est la fonction publique. Oui, bien sûr. La fonction publique obéit à un rythme et à des séquences que tout gouvernement normal est en mesure de connaître et de maîtriser. Donc, on sait à peu près qui va rentrer dans la fonction publique, à quel moment ils vont pouvoir rentrer, où ils vont être affectés. Il y a un ministère de la fonction publique, il y a un ministère des Finances qui s'occupe de l'ensemble de ce processus. Donc, ça ne peut pas être que des lenteurs. Ce sont des anomalies qui ont été malheureusement institutionnalisées comme telles parce que, il y a quelque part, dans l'ombre, des gens qui y trouvent un intérêt, lequel je n'en sais rien. Mais ça, on le sait tous, oui. Mais Claude, même si c'est quelqu'un qui trouve un intérêt personnel, ça rentre dans le cas des anomalies. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui bloque un dossier pour qu'il n'avance pas, pour qu'on vienne le voir, comme j'ai entendu un certain nombre déclarer, effectivement, ça fait partie des anomalies. Et donc, on doit, effectivement, nous sommes tous d'accord qu'on doit tirer des conclusions nécessaires en disant que si la personne doit être sanctionnée, elle sera sanctionnée. Très bien. C'est parce que vous aviez parlé de lenteur. Je préfère que vous nous rejoigniez sur le terrain plutôt de l'anomalie. Il y a des anomalies. Et quand je le dis, franchement, autant pour moi, c'est un dysfonctionnement qu'on ne doit pas accepter. Voilà, tout à fait. Voilà. Quand je dis anomalie, c'est un euphémisme. Il y a un point sur lequel moi je ne suis pas non plus d'accord avec vous, c'est sur la question des libertés qu'on doit pouvoir exercer. Vous savez, je pense que la liberté, elle est importante aussi bien pour ceux qui sont dans l'opposition, le grand public, que pour les gouvernants, au nombre desquels vous êtes déjà désormais, puisque vous êtes dans le parti qui aide... Je suis parlementaire. Bien. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est qu'il est important, la liberté, ce n'est pas une notion qui est abstraite. J'aurais aimé que quand vous me dites à propos de liberté, voici de façon concrète comment s'est manifestée la liberté. Depuis à peu près 6 ou 7 ans, je n'ai pas le sentiment que cette liberté que vous invoquez en disant qu'elle est encadrée, comment est-elle valablement encadrée? Comment se manifeste-t-elle concrètement? Et à partir du moment où elle ne se manifeste pas, dans quelle logique voudriez-vous que ce que vous avez en face puisse s'opposer à partir du moment où même des gens qui se retrouvent au Hilton, dans un cadre privé, qui ont envie de se rencontrer pour pouvoir échanger, n'en ont pas la capacité? Vous êtes en train de nourrir, peut-être sans le savoir, involontairement, c'est souvent arrivé dans l'histoire, des révolutions, des révoltes, parfois sanglantes dans l'Afrique, et on ne prend jamais la leçon suffisante des choses. On est en train de nourrir involontairement. Très bien, Claude. Et effectivement, quand j'ai entendu les propos de tout à l'heure, j'ai un peu bondi. Quand il oppose champagne à l'eau, c'est exactement les mêmes termes qu'on a collés à la bouche de Marie-Antoinette. Quand on lui dit les Parisiens manquent de pain, il dit donnez-leur les broches. Et ça, vraiment, ce genre de langage, c'est fait pour destiner à mettre de la poudre en disant qu'à travers cela, on va avoir quelque chose, une révolution qui va s'annoncer quelque part. Les libertés doivent être dans un cadre tout à fait défini et qui est également, là, dans le cadre, par exemple, des enseignants, il ne me souvient pas qu'on a dit qu'on est parti arrêter un enseignant qui a arrêté de travailler à un moment donné. Encore que dans le cas d'espèce, attendez, encore que dans le cas d'espèce, il y a un certain nombre de préalables, notamment les préavis de grève qui devaient être annoncés pour pouvoir dire là, à ce moment-là, on arrête. De la même façon, en matière d'encadrement, quand on me parle d'encadrement, les grèves perlées, par exemple, des enseignants qui rentrent dans une salle de classe et qui disent qu'ils font semblant d'enseigner et qui n'enseignent pas, les grèves perlées, sur le plan légal également, ne sont pas autorisées. Et or, là, vous me ramenez sur les points de liberté, les libertés fondamentales. Très bien,
il y a un cadre là aussi qui consiste à dire, par exemple, qu'on fait une déclaration pour pouvoir le faire. Là où très souvent... Comment ça se traduit concrètement? Non, attendez, mais justement, c'est la traduction que je vais vous donner. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas contester qu'il y a une loi qui indique quelque part qu'il y a un dépôt qui doit être fait, comment on appelle ça, une déclaration de manifestation doit être déposée. Le problème maintenant, si vous l'avez admis, la personne qui est en charge de traiter un dossier comme celui-là doit également prendre ses responsabilités en disant qu'il faut que les conditions de... Et ça, la loi lui autorise. Les conditions de manifestation sont réunies, ne sont pas réunies. Or, dans le cas d'espèce, quand vous voulez remonter à 6 ans, je ne sais pas si c'est 6 ans, mais moi, au moins, de manière notoire, je pense que depuis 2018, effectivement, je suis d'accord avec vous, les conditions de manifestation sont plus ou moins réduites pour un certain nombre de personnes. Mais à raison. Parce que la personne à qui vous déposez la déclaration de manifester, qu'est-ce qu'il fait? Il a une grille d'analyse qui a 2 éléments. 2, pas plus, professeur. C'est votre bonne foi en disant que quand vous allez manifester, vous allez le manifester sans toutefois casser. Quand vous avez annoncé que c'est une manifestation pacifique, elle sera pacifique. L'autre chose également, c'est le fait du précédent. Je vous rappelle, dans le cadre des manifestations de l'intercontinental, les toutes dernières en Suisse, il y a un juge qui est intervenu pour pouvoir dire cette manifestation ne peut pas avoir lieu parce qu'à l'intérieur des manifestants, il y a quelqu'un qui a été condamné pour les mêmes raisons en France. Et donc, ce fait du précédent-là, il est implacable, vous avez toujours besoin de faire ça parce que, au demeurant, comment est-ce que vous faites pour juger de la bonne foi de quelqu'un? Or, dans le cas, effectivement, quand je vois très bien pourquoi ils sont revenus sur le débat public en pensant qu'à partir du moment où ils commencent à avoir des mouvements sociaux, c'est du pain béni pour eux. Une personne qui sort d'un scrutin présidentiel et qui dit j'ai gagné une élection alors qu'il n'a pas de bulletin de vote sous ses yeux, 2 résultats sous ses yeux, est dans une dynamique de dire effectivement à partir du moment où je l'ai dit, il y a une différence dans la rue pour pouvoir revendiquer une relation, une victoire que je n'ai par ailleurs pas gagnée et dont je sais qu'effectivement je n'ai pas gagné. Or, quand vous avez quelqu'un qui s'inscrit dans une dynamique insurrectionnelle, vous aurez de la peine à lui donner la caution de la bonne foi. Le fait antérieur ne pèse pas pour lui. De la même façon, quand vous avez entendu la plupart des militants qui disent je déclare ma flamme. Attendez, je termine là-dessus. Je vais terminer. On s'est vite éloigné du sujet. Non, mais c'est lui. Non, on ne s'est pas éloigné. Quand vous voyez des militants. Mon sujet m'intéresse. Non, je ne veux pas qu'on refasse. On ne va pas refaire le débat sur la préélection de 2018. On parle de la situation. On est sur les libertés fondamentales. Vous voulez parler de la liberté? Voilà. Sauf que, oui, allez-y, Bernard Choutan. Monsieur Motte, oui. je suis très heureux de vous avoir. Très bien, merci. D'abord parce que moi aussi. Parce que je suis d'abord, excusez-moi, parce que je suis d'abord un fils de Yabassi. Je suis un fils d'un Kondjok. Et chez nous, à Yabassi, en Kondjok, il n'y a rien. Vous le savez très bien. Mais tous les jours, je vous vois sur les plateaux. Vous prenez un plaisir à nous expliquer à quel point nous sommes moins intelligents que vous. Moi, je vais vous dire une chose, monsieur Motte. Oh, j'ai fait des grèves pour avoir des primes à l'équipe nationale du Cameroun pendant des années. J'ai fait des grèves pour avoir ma prime à l'équipe nationale du Cameroun. Vous n'avez pas été embâtillé pour cela, Choutan. Vous n'avez pas été mis en prison pour cela. Exercice des droits fondamentaux. Monsieur Motte, vous permettez? Mais oui. Monsieur Motte, vous permettez? Allez-y. Monsieur Motte, prêtez-moi de l'argent. Prêtez-moi de l'argent, ne me prêtez pas autre chose. J'ai dit et je répète que certains Camerounais dont vous faites partie, vous avez choisi de boire du champagne, d'acheter des véhicules et de laisser le peuple pauvre mourir de soif. Je le dis et je le répète à Mondio Vision, je ne le cache pas, parce que c'est un fait. Au Cameroun, vous aimez beaucoup l'à peu près. Moi, je ne suis pas dans l'à peu près. Je ne suis pas un politicien. Je suis un homme public qui dit ce que je vois et ce que je ressens. Monsieur Motte, c'est ce que je ressens. En tant que fils de Yabassi, quand je vais en Kondjok, il n'y a même pas de route pour aller en Kondjok. Donc, venez pas me donner ici là une leçon d'intelligence, de quoi que ce soit. Je ne suis pas d'accord avec vous. On revient sur la situation. Vous parlez d'une femme de quelle année? Je dis et je répète que vous avez fait un choix qui est clair. C'est celui de boire du champagne, d'acheter des véhicules au lieu de donner de l'eau camerounaise. Je l'ai dit et j'assume. Bernard, revenons sur la situation des enseignants, parce que c'est le sujet qui nous intéresse cet après-midi, justement. Je reviens justement. Quand j'ai parlé des priorités, monsieur Motte, quand on parle des priorités, c'est la priorité. Vous ne pouvez pas me dire que vous, monsieur Motte, qui avez des enfants à la maison, votre fils a un examen dans 2 mois, il n'a pas de bic, il n'a pas de cahier. Vous dites non, je n'achète pas de bic, je n'achète pas de cahier, il va acheter une voiture. Mais c'est inconscient. Vous allez d'abord acheter le bic et le cahier à votre enfant qui va passer l'examen. C'est ça la priorité, monsieur Motte.
Donc, quand notre gouvernement, qui est le nôtre, parce que c'est mon gouvernement, parce que je suis Camerounais, quand notre gouvernement préfère acheter des véhicules neufs, que de payer les enseignants qui ont des alliés depuis 10 ans, monsieur, moi, je trouve que c'est pas une priorité. Que vous voulez vous passer un fait. Donc, voilà ce que moi, j'ai envie de vous dire. Maintenant, le Cameroun, comme je l'ai dit et je le répète, monsieur, moi, c'est notre pays à nous tous. Et vous devez aujourd'hui, parce que vous êtes au gouvernement, vous devez chérir la liberté. La liberté, c'est la base, c'est le fondement, c'est la base de la liberté. Vous savez très bien que chez nous, au Cameroun, on n'a pas de liberté. Au Cameroun, je ne peux pas me décider demain, moi, Bernard Toutan, je vais au Cameroun, j'ai décidé de gréver, de bloquer la route. Je ne peux pas. En France, ici en France, les gens, ils bloquent même la route parce qu'il a faim, il va bloquer la route. Et on l'écoute. Vous venez nous dire ici que pour manifester au Cameroun, il faut avoir une autorisation. Une autorisation qui n'est jamais signée parce que vous savez bien que le préfet, bien le sous-préfet qui signe la autorisation, il est de votre bord politique. Il ne signe jamais. Donc arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Quand vous enfermez des Camerounais 7 ans de prison parce que tout simplement, ils ont exercé leur liberté, celui d'aller et de venir. Vous estimez que ça mérite 7 ans de prison. Monsieur Modi, je vous dis encore une fois de plus, en tant que fils de Yabassi, en tant que votre frère Yabassi de Kondjo, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc exactement ce que j'avais envie de dire. Pour résoudre le problème de village, là, on est pour le moment dans un départ républicain. Allez-y. C'est pareil, monsieur Modi, c'est pareil, c'est la même chose. Je vais t'appeler. C'est la même chose. Parce que moi, en tant que fils de Yabassi, si demain je décide que je vais bloquer la route à Yabassi parce qu'il n'y a pas de route, vous allez m'arrêter, vous allez me mettre en prison. Mais s'il n'y a pas de route, vous voulez bloquer quelle route? Maître Roland Djo, allez-y. Merci, je piaffais d'impatience depuis un moment parce que vous allez m'excuser, hein, il y a des choses qui ont été dites avec des insinuations à peine voilées adressées contre notre formation politique et notre mouvement, que je m'en voudrais de ne pas relever ici. Vous avez remarqué que j'ai coupé Samuel Motte lorsqu'il a voulu Madame Leila, vous l'avez fait, mais voilà. Vous savez que vous l'avez fait. Il a voulu revenir sur le sujet. Je ne remets pas en cause votre façon magistrale de diriger le débat. Je me plierai. Mais le sujet qui a été mis sur la table par son collègue. Je me plierai, mais j'aimerais simplement attirer l'attention parce que cela, vous savez, c'est un tout. C'est un tout et peu importe la thématique qui est sur la table, sans faire du hors-sujet, on peut parfaitement relever les incidences que ces thématiques-là, comme c'est le cas en l'occurrence pour les enseignants, ont avec des problématiques encore plus fondamentales. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'entame de mon propos, je disais qu'il ne s'agit pas seulement de revendications corporatistes. Au fond, c'est des questions citoyennes. Alors tout à l'heure, on a parlé de la question des libertés. Je fais observer qu'au lieu de résoudre le problème en général, on choisit toujours de faire des faux fuyants. On a prétendu que nous serions revenus sur les médias pour tirer les marrons du feu, pour profiter. Je demande juste à avoir de l'assurance. Et c'est comme ça qu'on demande d'avoir des assurances honorables. Vous venez, on ne s'est pas donné rendez-vous, venez sur un plateau de télévision où vous pensez pouvoir me demander des assurances sur notre non-intention de vouloir instrumentaliser un mouvement de grève. Vous trouvez pas que c'est un peu gros quand même, honorable? Bon, je retire alors. Si vous me donnez l'assurance, je retire. Il n'y a aucun problème. J'étais donc en train de dire que des enseignants posent un problème que vous-même reconnaissez, honorable, que vous-même reconnaissez. Mais au lieu d'adresser la question, vous dites qu'il y a des gens qui veulent, parce qu'ils ont raté 2018, ils veulent utiliser cette manifestation, ce mouvement-là, pour réussir ce qu'ils auraient raté par le passé. C'est exactement ce qu'on fait quand on ne veut pas reconnaître qu'on ne sait pas danser. On accuse simplement le pantalon et on dit que non, je n'arrive pas à danser parce que le pantalon, il est très serré. Vous avez des enseignants que vous avez recrutés. Certains parmi eux ont des actes d'intégration. Pas tous, c'est vrai, mais certains ont des actes d'intégration. Vous avez choisi de leur payer 2/3 de leur salaire. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et ça ne date pas d'avant-hier, ça ne date pas de vendredi dernier. Ça date, pour quelqu'un que je connais qui enseigne à Mora, qui est au lycée technique de Mora, ça date de 6 ans. Pour d'autres, de 7 ans. Certains ont 10 années. Ça, c'est pour les cas des arriérés. Le tiers de leur salaire qui ne leur est pas versé depuis 1 an. C'est connu. Vous me parlez de la gestion de la carrière. Et pour vous,
ce n'est pas à rapprocher du secteur privé parce que pour le secteur privé, c'est quelques milliers d'emplois et la fonction publique, ce serait beaucoup plus. Je dis seulement que les sécurités à mettre en œuvre sont pas- Laissez-moi parler, honorable, et justement, c'est par rapport à cela, je vous avais très bien compris. Bien sûr. Prenez n'importe quelle multinationale, n'importe laquelle. On peut comparer les effectifs des multinationales à ceux de l'État du Cameroun. Ils ne posent pas les mêmes problèmes que vous. Si vous êtes incompétent à la gestion des ressources humaines, je parle de l'État du Cameroun. Si l'État du Cameroun est incompétent à gérer ses ressources humaines, il ne doit pas avoir honte de demander l'expertise de ceux qui savent le faire. Parce que, comme je le disais, quand vous prenez n'importe quelle multinationale, et encore, vous avez là parfois des contraintes que l'État du Cameroun n'a pas, parce que c'est des entités qui ont du personnel sur plusieurs pays. Et ça se gère tout à fait rationnellement. Personne ne se plaint que son dossier est bloqué au siège ou à la maison, mais parce qu'il y a quelqu'un qui serait posté là qui attendrait 30%. Mais l'État du Cameroun, simplement pour gérer son territoire, et même pas l'outre-mer, parce qu'on n'en a pas, n'arrive pas à gérer des fonctionnaires parmi les plus névralgiques, parmi ceux qui sont des secteurs les plus névralgiques, celui de l'éducation. J'ai envie de vous poser la question, Monsieur Mott. Vous semblez banaliser, ou en tout cas comprendre la lenteur avec laquelle le problème des enseignants est réglé. Mais je me demande si c'était une revendication qui venait des corps habillés. Est-ce qu'on aurait, je le dis aussi à l'attention des téléspectateurs, on réfléchira ensemble à la réponse à donner à cette question. Si c'était la police, si c'était un policier qui se plaignait d'avoir seulement 2/3 de son salaire depuis 3 ans et que désormais il veut tout son argent, est-ce que la réaction serait la même? Je me pose la question. Je crois, au regard des éléments, vous avez évoqué le principe du précédent tout à l'heure, au regard du traitement proactif qu'on peut avoir par rapport au sous-préfet, que la réponse n'aurait jamais certainement été la même. Quand c'est des corps habillés, par exemple, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de problème. Encore que quand on discute avec nos amis et nos frères, les membres de nos familles qui sont dans les corps habillés, par exemple, pour ne pas entrer dans trop de détails, ils font état de beaucoup de difficultés qu'ils rencontrent aussi dans leur métier. Mais je cite cet exemple simplement pour adresser la question de la manière de gérer les sollicitations que font le peuple camerounais à son État. La raison d'être d'un État, c'est quoi, Madame Leila? Si l'État ne nous sert à rien, pourquoi est-ce qu'il existe? Si un État n'est pas capable de s'assurer que ceux qui travaillent pour lui, ses fonctionnaires, sont payés. Tenez, ça fait à peine 181 milliards la dette qui est due aux enseignants. Mais un seul stade au Cameroun a pris à peu près le double de cette somme. J'aimerais peut-être vous arracher 2 ou 3 secondes pour souligner ce trait-là plusieurs fois, pour dire que non, on doit être sérieux. L'honorable tout à l'heure parlait du moment de la programmation. C'est-à-dire qu'au Cameroun, dans le budget 2021, c'était une priorité. Parce que vous avez semblé nous dire tout à l'heure aussi que si on a vu les grosses cylindrées Peña qui ont été offertes au sous-préfet, c'est simplement parce que cela avait été décidé depuis la loi des finances, enfin, depuis la programmation budgétaire de l'exercice dernier, soit. Alors, ça veut dire que quand on a programmé cette dépense dans la loi des finances de l'exercice en cours lors de la session de l'année dernière, on n'a pas pensé qu'il y avait la dette des enseignants. Si oui, quelle est la quote-part de ce budget-là qui a été affecté, ne serait-ce qu'à l'apurement partiel de ce qu'on reconnaît comme étant une dette due aux enseignants. Je ne parle pas des avancements qui normalement doivent être automatiques et qui sont bloqués. Je ne parle pas des résidences d'astreinte qui n'existent plus. On aurait pu décider, par exemple, de faire dans les 360 arrondissements du Cameroun des résidences, même en matériaux locaux, pour donner une aide à ceux qu'on affecte dans les zones reculées. Merci, pour qu'ils puissent Maître pouvoir enseigner à nos enfants de manière sereine et en leur donnant en même temps un statut dans la société. C'est difficile société. républicain et avoir d'un point avec l'autorité de manière générale telle qu'il est en train de l'exprimer. Je n'ai aucun point avec l'autorité. Nous aurons toujours besoin de protection, oui, nous aurons toujours besoin de gens qui nous on aura aussi encadrent. besoin d'éducation, honorable. Vous faites comme si la protection sans l'éducation. Vous savez ce que c'est qu'un soldat sans éducation? Maître Roland C'est Diogo. un criminel. Samuel Moton va sortir de ce sujet avec vous.
Ça va faire 2 semaines exactement que ça dure. Je parle bien sûr de la grève des enseignants. J'aimerais avec vous interroger le niveau de connaissance des apprenants au moment d'affronter les examens officiels. Il faut dire également que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les heures de cours ont été limitées. Tout à fait. Mais justement, je voulais m'adresser aux enseignants parce que j'ai entendu là également qu'on les opposait à leurs collègues ivoiriens en disant que pendant qu'on leur paye 200 000 francs, il y aurait derrière un système quelque part qui paierait un peu plus. Pour pouvoir les dire effectivement, en réalité, c'est quoi l'essence de la vie, Lila, de manière générale? La vie... Nous voilà en pleine philosophie. Non. Roland Dio, maître La Roland vie, Dio. elle sert essentiellement à s'organiser à l'intérieur d'une société pour définir les conditions dans lesquelles on passe la main aux générations qui nous suivent. Et dans ce cadre-là, effectivement, je pense que l'enseignant a un rôle essentiel à jouer. Les gens ont aujourd'hui une focalisation sur le fait que je suis payé, je ne suis pas payé. Je ne suis pas sûr que le sens de la vie également, c'est uniquement le salaire. Vous n'êtes pas payé, vous, bien entendu, je veux dire à l'Assemblée nationale. Bien entendu, si on admet que l'objectif essentiel de l'éducation, c'est de faire en sorte que les enfants puissent être enseignés. Arrêtez, honorable. Le seul problème qui peut se reposer après, c'est de lui de l'adéquation entre les moyens que l'on met en face et cet objectif-là global qu'on a défini. Et je voudrais effectivement m'adresser au corps enseignant aujourd'hui pour pouvoir leur dire effectivement qu'il ne faut pas qu'ils se trompent de mission. Notre système éducatif aujourd'hui par rapport à celui auquel on a tendance à les opposer aujourd'hui est celui qui donne le plus de résultats parce que là, vous me ramenez aux résultats. Quand vous voyez par exemple que dans une ville comme Abidjan, vous avez des gens entre 15 ans et 35 ans qui ont 34% analphabètes. Dans une ville d'Abidjan, entre 26 et 35 ans, 46% des gens qui sont analphabètes. Au-delà de 36 ans, vous avez 52 personnes qui sont analphabètes. Là où vous allez aller dans le petit coin du Cameroun, vous allez trouver des gens qui parlent correctement français. Vous devez savoir effectivement que notre système il fonctionne très bien. Mais là également, après, il peut y avoir un mal-être qui doit exprimer ici ou là. En ce qui concerne les problèmes d'enseignement, ne vous posez pas beaucoup de problèmes. Et je peux vous dire, Claude Assira, quand il sort d'ici, il sait que lorsqu'il est à l'extérieur, il est respecté en tant que Camerounais, parce qu'on sait que, même quand on a tendance, on sait dans l'autoflagellation, on sait qu'il y a un esprit. En fait, c'est même, j'interroge le niveau de connaissance des apprenants. C'est ça question de vous dire, c'est ça question de vous dire, mais effectivement, nous sommes tous passés par ce mot-là. Au moment où les enseignants, eux, ils demandent simplement la revalorisation, en fait, une meilleure prise en compte de leurs conditions de travail. Vous avez amené chez les Ivoiriens, j'interroge en fait le niveau de connaissance des apprenants. J'étais en train de vous dire effectivement, par rapport à un certain nombre de décisions où on pense que les gens sont gracieusement payés, celui qui... On ne pense pas, c'est un fait, ils sont gracieux, ils sont mieux payés que nous en tout cas. Celui qui nous apporte des effets positifs dans le cadre de notre promotion sociale, c'est beaucoup plus un système comme le système du Cameroun. Après, maintenant, comment est-ce que... Plus les enseignants sont clochardisés, mieux ça vaut pour l'éducation en général, si on vous comprend bien, honorable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dites donc ce que vous voulez dire, c'est pour ça que je m'adresse aux enseignants en disant qu'il ne faut pas qu'on les détourne à travers notre discours politicien de la mission qui est la leur. Mon discours n'est pas politicien. L'essentiel étant pour eux de remplir cette mission-là en espérant que on va leur donner une adéquation entre les objectifs qu'on les fixe et les moyens qu'on leur... Ça fait justement 2 semaines, ça fait justement 2 semaines qui réclament. Attendons-les là. Donnons-nous du temps pour pouvoir attendre les communications gouvernementales qui vont arriver d'ici ou là. Vous allez voir que l'ensemble de ces problèmes ont été résorbés. Mais encore une dernière fois, il y a des chiffres également. Il y a des chiffres. 2 semaines plus ça tard, demande des concertations, ça demande effectivement à étudier pour pouvoir savoir est-ce que ça n'interroge quelle pas est finalement solution. la place de l'enseignant C'est toute la question. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les enseignants sont oui, c'est l'impression qu'on a. Les chiffres que je vous donne, au regard des faits, c'est l'impression qu'on a. 156 000 fonctionnaires, c'est le premier poste de... Quel autre fonctionnaire, quel autre corps dans la fonction publique subit tout ce que les enseignants subissent? C'est le premier poste de départ. Je veux dire, on a ceux qui sortent de l'ENAM. C'est le premier Pourquoi poste. est-ce que ce sont les enseignants là aussi, arrêtez aussi de poser les Camerounais contre les autres. Il est évident... Non, attendez. Il est évident également qu'en fonction des contraintes budgétaires, on fait des arbitrages. C'est pour ça que je demande... Certains sont en priorité et d'autres passent au second plan. C'est pour ça que j'interroge justement la place de l'enseignant finalement dans la politique. C'est une place centrale. Après celle des magistrats, après celle des diplomates. Si les arbitrages faits... C'est une place centrale, mais là encore, je vais vous étonner. Quand vous regardez un certain nombre de rapports qui sont mis en circulation dans le domaine,
Il y a effectivement des revendications ponctuelles comme celles que nous écrivons Elle aujourd'hui. n'est pas ponctuelle, Mais on ne peut pas dire que les gens également ont un mal, Je veux dire, ce n'est pas la première grève, profond. ce n'est pas la première grève, ce n'est pas le premier mouvement de On ne revendication des enseignants. peut pas non plus dire qu'ils ont un tel mal-être qu'ils ne peuvent pas, sont dans les capacités d'aller enseigner. La plupart des gens qui sont orientés, ils sont orientés par vocation, ils le font également parce que c'est un métier qui les plaît bien, mais également c'est parce qu'ils savent qu'à travers cette activité-là qu'ils font au quotidien, ils ont un retour qui les permet également d'améliorer les conditions de vie. Mais attendez, je veux également vous rassurer, parce que quand je parle, vous savez, la notion de salaire optimal qui vous permet d'avoir un bien-être intarissable, il n'existe absolument pas. Nous nous arrangeons. Pas en avoir. Non, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire non plus. Dites donc. Mais ne pensez pas, Excusez-moi. ne pensez pas que plus vous en aurez, plus vous serez heureux. Dans le cas d'un salaire qu'on vous donne, essayez de trouver là-dedans un arrangement, une organisation qui vous permet d'avoir une adéquation entre vos aspirations et les besoins que vous avez. Bien entendu, si on augmente les enseignants aujourd'hui, je ne sais pas, ils seraient le dernier à pouvoir dire effectivement ils n'ont pas de mérité. Mais en réalité, il faut qu'on sache s'organiser. Et ces indices de perception-là, ils sont terribles. On a tendance à avoir les regards rivés dans tel ou tel pays. Le mal-être des enseignants dans ce domaine-là également peut être... En une minute, Maître Claude Assera. En une minute. Je ne veux pas que mon intervention soit perçue comme une attaque ad hominem, parce que je pense que l'honorable Motte sait très bien l'estime réelle que je lui porte, que j'ai déjà eu l'occasion de lui indiquer, même souvent en dehors de ces plateaux. Moi, j'ai été de ceux qui ont été particulièrement heureux, non seulement parce qu'on se connaissait... personnellement, mais aussi parce que, vous ayant vu à l'œuvre par ailleurs, je me disais que, bon, peu importe pour moi la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Et à partir du moment où quelqu'un va à un poste où il a la possibilité d'agir sur le changement qui nous intéresse tous, j'étais content que vous soyez arrivé à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, quand j'entends le raisonnement qui semble être un tout petit peu complaisant à l'égard de choses que nous tous, nous désapprouvons, oui, ça m'interpelle un peu. Parce que je pense que s'il y a quelqu'un, moi j'ai entendu parfois, j'ai discuté avec beaucoup de personnes de députés du RDPC qui étaient souvent choqués aussi et qui le disaient, qui l'exprimaient. Si vous ne le faites pas, j'ai l'impression que vous poussez un peu davantage à la désespérance. Qu'est-ce qu'il y a que cela en la matière? Là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas relativiser avec l'insistance que vous faites actuellement des choses qui sont des véritables dépravations de comportement à l'égard, parce que la notion de relativisation du salaire, du bonheur et autres, ne pas sombrer, parce qu'en comparaison avec des chiffres que vous allez chercher, ça c'est habituellement le genre de raisonnement sophiste que j'entends ici pour essayer de donner à penser que non, il ne se passe rien, rassurez-vous. C'est pas de ça qu'il est question. Si vous prenez les députés que vous êtes, je suis sûr que vous n'avez pas, c'est pas pour vous mettre vous en avant, c'est normal que vous soyez rémunéré. Vous prenez les sénateurs. Je me demande d'ailleurs, moi à titre personnel, j'ai déjà eu l'occasion d'émettre mon opinion là-dessus, je ne sais pas à quoi sert le Sénat, pardonnez-moi, j'ai été constant toujours là-dessus, qui grève quand même, qui ampute énormément sur le budget. On peut se poser ce genre de questions. Je ne suis pas sûr que les ministres aient la moindre difficulté en ce qui concerne leur salaire et même les avantages périphériques qu'ils sont. Est-ce que quelque part, vous, élus de la nation, ça ne peut pas vous choquer que des gens qui, eux, au quotidien, sont effectivement en prise avec la réalité des nôtres, c'est-à-dire nos enfants, nous-mêmes, notre société, notre avenir de demain, qui puissent être réduits à ce degré de paupérisation et qu'on en soit, pour pouvoir les consoler, qu'à essayer de faire appel à des notions théoriques et fumeuses, comme la philosophie du bonheur, moi ça me choque. Maître Voilà. Orlando, en une minute exactement, Maître Orlando. Oui, Qu'on sorte de ce sujet. je suis aussi choqué que mon aîné, Maître Assira, parce que justement, la philosophie n'est valable que pour les enseignants dans ce pays. Il n'y a qu'aux enseignants qu'on dit qu'il ne faut pas qu'ils aient un train de vie supérieur à la misère qu'on leur donne. Parce que s'ils sont malheureux, en fait, c'est parce qu'ils auraient choisi de vivre au-dessus de la pitance qui leur est offerte. Et dans le même temps, on a d'autres à qui on dit, non, si vous voulez des gros cylindrés, peña, on peut vous les offrir. Si vous voulez des crédits non remboursables pour vous acheter des véhicules à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on peut vous les donner aussi. Parce que vous êtes quand même des élus, vous êtes des institutions, etc. Mais quand on est enseignant, on doit pouvoir
avoir chevillé au corps la philosophie du bonheur et relativiser son approche du revenu. Je fais une digression. Rapidement, Maître Roland-Dio, rapidement. On doit sortir de ce sujet, oui. On a indiqué tout à l'heure que c'était... Je suis l'honorable, hein, je ne suis pas l'auteur de ce hors-sujet, qui disait qu'il confesse que depuis 2018, certains voient leur liberté restreindre avec raison. Même si on ne peut pas être d'accord sur cette assertion, j'aimerais lui poser la question de savoir quelle était donc la raison pour laquelle la liberté de ces mêmes personnes avait été réduite en 2012 lorsqu'on lançait le mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'hôtel Hilton à l'époque, où un sous-préfet avec nos forces de défense ont cru devoir non seulement bruyamment interrompre la réunion, mais aussi suspendre la fourniture d'énergie électrique pour justement empêcher que cela ait lieu. En 2012, on n'était pas en 2018. Vous poserez la question au sous-préfet. Voilà. Non, c'est vous qui... vous êtes... J'ai des découvert ce matin que vous étiez l'expert des philosophies qui expliquent les choses et la façon dont le gouvernement pense l'action qu'il pose. Je termine en disant que, et je crois que c'est Deng Xiaoping qui le disait, le seul critère de la vérité, c'est la pratique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire que l'éducation est l'un des principaux budgets de l'État, soit. Mais c'est la pratique qui permet de valider si oui ou non c'est une priorité pour vous. Et quand on observe la pratique, je n'ai pas fini, honorable, souffrez, je termine. Et quand on observe la pratique, on se rend bien compte que l'enseignant est le parent pauvre de votre gouvernance. Merci, Maître Roland-Dio. Et ça ne date pas Quand on parle de système, notamment sur le fait effectivement qu'il y a eu des dysfonctionnements ici ou là, je crois que sans embâche, j'ai dit il faut qu'on les corrige au plus vite. Après, maintenant, il y a d'autres. Le fait qu'on dise on a été mal payé, bien payé, malheureusement, là, vous allez être obligé de faire... On ne parle pas de mal payé, on dit payer tout simplement. Payer. Pas mal payé. Pour ce qui est de payer, contrairement là aussi ce que vous avez dit, heureusement, notre État n'est pas en faillite. Quand je vous entends avancer un certain nombre de chiffres, non mais attendez. Oui, puisqu'on dans le cadre de sécurité qui doivent être mis, dans le cadre de sécurité qui doivent être mises en œuvre, il peut arriver effectivement que lorsqu'on vous a payé les 2/3, on vous demande un complément d'information pour être sûr. Et c'est un domaine dans lequel on est sensible. C'est la situation des enseignants. Oui. On leur demande les compléments d'information depuis 10 ans. On vous demande un certain nombre de compléments d'information pour pouvoir vous assurer que vous êtes à votre poste, par exemple. Parce qu'on ne peut pas tolérer que l'on puisse payer un enseignant qui est parti en vadrouille. Et là également, vous devez admettre que l'on puisse mettre de sécurité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les alléger en utilisant peut-être des outils modernes aujourd'hui, tels que l'informatique, de telle manière à ce que l'évaluation se fasse assez rapidement? Ça, c'est une paire de manches. Mais en ce qui concerne le confort, vous aurez toujours besoin d'un référentiel. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir fixer un salaire optimal pour un enseignant? Ce référentiel-là, vous le cherchez dans votre environnement. Bernard, tu t'en veux dire quelque chose et on va sortir. Il y a Bernard Tutan qui demande, voilà, il y a Bernard Tutan qui demande à dire un mot et on va sortir de ce sujet. Vous êtes là, Bernard? Oui, et une fois de plus encore, je vous écoute avec passion. Monsieur Maud, on peut aussi justifier les sénateurs, les députés qui ne viennent pas à l'Assemblée, mais qui gagnent leur argent. Hein. Ça peut se justifier aussi comme ça. J'ai rarement vu un taux d'absentéisme important dans l'Assemblée. Non, mais vous avec le traitement que Messieurs, Bernard Tutan. Monsieur Maud, la politesse, peut-être trop poli, monsieur Maud. N'oubliez pas la politesse, monsieur Maud. Je dis simplement que Monsieur Maud, la politesse, s'il vous plaît. Je dis simplement que vous dites que les enseignants sont en patrouille. Mais un enseignant qui fait 10 ans sans avoir son salaire, vous ne pouvez pas justifier. Peu importe ce que vous allez dire, monsieur Maud. Peu importe ce que vous allez dire, ne justifiez pas l'injustifiable. C'est ça votre problème, vous qui êtes au gouvernement, en jour DPC. Vous voulez justifier ce qui n'est pas justifiable. Parfois, il faut savoir dire, oui, on reconnaît, là, on n'a pas fait ce qu'il faut. C'est tout. Merci beaucoup. D'accord. Alors, en nomination de Rigobert Song, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, et depuis quelques jours déjà le manager sélectionneur des Lions Indomptables, une nomination du chef de l'État qui vient mettre un terme au débat sur le maintien au nom d'Antonio Conceição. Alors, on repart avec vous, Bernard Tutan, vous connaissez très bien Rigobert Song, avec qui vous avez livré justement plusieurs batailles sous les couleurs de l'équipe nationale et certainement ailleurs. Quel genre de coéquipier est-ce qu'il est?
D'abord, pour quelqu'un qui, depuis, j'invite les Camerounais à aller sur ma page Bernard Tutan officiel sur YouTube. Ça fait 4-5 ans que j'appelle de tous mes voeux à la tête de l'équipe nationale, notre équipe Fagnon, un ancien footballeur. Je vais juste vous rappeler une chose. C'est qu'on a aujourd'hui, je vais laisser la génération avant 90. On a 3 générations qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire en plus ou moins, qui ont arrêté de jouer au football. 3 générations. Roger Mila, Rigobert Song, Samuel Eto'o. Ça fait 3 générations. Moi, j'ai joué les 3 générations. Donc, je connais très, très bien Rigobert Song. Oui. Je connais Rigobert Song depuis l'âge de 10 ans. On a commencé à jouer minime à l'âge de 10 ans. Donc, ça fait plus de 30 ans que je connais Rigobert Song. Je sais que c'est un passionné. Je sais que c'est quelqu'un qui adore le travail bien fait. Je sais que c'est quelqu'un qui adore donner le meilleur pour son équipe. Ça, je ne doute pas une seule seconde. Vous savez, mon choix, je vous dis, c'est sincère, hein. Mon choix, au départ, j'avais choisi plutôt 2 personnes, Rigobert Song et Patrick Mboma. Je pense que le duo, les deux, aurait vraiment de la gueule. Bon, le choix de Rigobert Song a été fait. Depuis quelques jours, j'ai lu pas mal de commentaires, j'ai lu plein de gens qui doutent de sa qualité parce que, soi-disant, il n'a pas d'expérience, parce que chez nous, on pense toujours que la vieillesse est un synonyme de sagesse. Ce n'est pas le cas. Mais, je dis et je répète encore une fois de plus qu'un monsieur comme Rigobert Song, c'est quelqu'un qui a joué au football au haut niveau pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui a des diplômes d'entraîneur depuis 2012. Il a passé les mêmes classes que Makelele, que Patrick Mboma, que tout ça. Donc, il a ses diplômes. Dans ce domaine, la personne ne peut nier. Maintenant, l'expérience, il va l'acquérir. 1, déjà en travaillant, et 2, parce qu'il vient de ce monde-là. On a la chance aujourd'hui, à l'équipe nationale du Cameroun, à la tête de la fédération, on a un ancien footballeur qui est passionné, qui travaille, qui est Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui président de l'Africa Foot. Et on sait que c'est un duo des gens qui veulent le bonheur de l'équipe nationale du Cameroun. Rigobert Song va donner le meilleur de lui-même. Et autour de lui, il a été très très bien entouré. Vous savez, aujourd'hui, Rigobert Song n'est pas l'entraîneur, il est le manager général. Autour de lui, il y a des personnes qui vont entraîner. Donc Rigobert Song, il va être le lien entre les joueurs, la direction et puis la fédération. Et c'est très important. Vous savez, moi j'ai dit à quelqu'un hier, dans une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, j'ai dit, aujourd'hui, nous on ne va plus jamais tolérer que quelqu'un d'autre vienne d'ailleurs pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Si aujourd'hui, comme certains le souhaitent, parce qu'il y a certains qui le souhaitent que Rigobert Song ne réussisse pas, même si Rigobert Song ne réussit pas, c'est que je ne crois pas, ça va être un autre footballeur camerounais. Jamais plus un Européen va entraîner l'équipe nationale du Cameroun, parce que nous avons des joueurs pour. À une époque, c'est-à-dire quand je parle d'époque, je parle d'avant Bell, donc la génération Manga Onguene et Akono, il y avait très très peu qui ont passé des diplômes. Mais aujourd'hui, si vous prenez ma génération déjà, c'est ma génération, celle de 95 à 2005-2006, vous avez au moins 15 à 20 qui sont diplômés. Si vous prenez la génération d'après moi aussi, dans la génération Samuel Eto'o, vous avez peut-être 10 qui sont diplômés. Si vous prenez la génération avant moi, donc Roger Mila, vous avez une vingtaine qui ont des diplômes d'entraîneur. Donc aujourd'hui, on ne pourra plus jamais tolérer qu'un autre Européen ou bien un autre Africain vienne pour l'équipe nationale du Cameroun si ce n'est pas un footballeur. Donc, alors, pour revenir à votre question, là, oui. Et je chute pas là, Rigobert Song, aujourd'hui, je pense que c'était le meilleur choix. Mais maintenant, il faudrait que nous, les Camerounais, nous soyons patients. D'accord. Je sais qu'on a un match très important qui est contre l'Algérie, la confrontation, qui est très important. Rigobert Song est en Europe depuis quelques jours. Il fait le travail, il va rencontrer les joueurs, il discute avec les joueurs. Je pense que c'est des bons augures. On va avoir un match très compliqué contre l'Algérie. Ça va être très, très compliqué. J'appelle tous les Camerounais à se rassembler derrière Rigobert Song pour jouer ce match contre l'Algérie. Si on gagne, tant mieux. Et même si on perd contre l'Algérie, qu'on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, c'est pas grave parce que derrière, il faut bâtir. Et Rigobert Song est aussi là pour ça, pour avoir cette transition entre cette équipe qui est en train de vieillir et la nouvelle génération. Et vous savez qu'ici, chez les binationaux, on a tellement de jeunes Camerounais ici qui excellent. Donc, c'est la future génération. Et c'est là où Rigobert Song va jouer son rôle de réunir ces deux générations. Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de parsemer dans l'esprit des Camerounais qu'il est possible, justement, qu'on perde cette rencontre contre l'Algérie? D'autant plus que vous parliez des critiques à l'endroit de Rigobert Song. On se souvient qu'il a tenu les après, il a tenu les U23 et que les résultats étaient pour le moins mitigés. Non, mais on ne peut pas comparer. Les U23, les U15, le U23 ou U18. Et justement, les Lions indomptables, c'est une classe au-dessus. Vous défendez l'indéfendable. Non. Les U23, c'est une équipe de transition.
c'est difficile. Remarquez une chose, que Rigobert Song pour le U23, il n'y avait aucun championnat au Cameroun. Le championnat camerounais ne se jouait pas. Il a sélectionné combien de joueurs amateurs? Je ne crois pas. Donc Rigobert Song est venu chercher parmi les joueurs qu'il avait. Moi, j'ai envoyé 2-3 joueurs qui sont mes joueurs avec dont je m'occupe chez les U23. La plupart de ces joueurs étaient des joueurs qui jouent en Europe. Rigobert Song a eu une équipe de U23 à un moment où c'était compliqué, on n'a pas de championnat au Cameroun. Il faut comprendre ça. Mais je dis encore une fois de plus, aujourd'hui, avec l'équipe première, l'équipe Fagnon, l'équipe nationale du Cameroun, on a la qualité, on a les joueurs qu'il faut. Sauf que les challenges sont encore plus grands. Sauf que les challenges sont encore plus grands, Bernard Choutan. Justement, les challenges sont plus grands. Mais croyez-moi que pour quelqu'un comme lui, c'est mieux d'être là parce qu'il connaît la maison Lyon. Il connaît ce qu'il faut faire pour que les joueurs performent au haut niveau. Donc, c'est plus facile pour Rigobert Song en équipe première que chez les U23, croyez-moi. Donc, je suis persuadé. Je ne suis pas en train de préparer les Camerounais à quoi que ce soit, mais moi, je suis pragmatique. Je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense. Vous savez, quand on va jouer un match de football, on va pour gagner, pour perdre. Il faut le savoir. Quand on a joué à la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun, on pensait qu'on allait gagner la Coupe. Moi, j'ai toujours dit aux gens. Mais vous le dites pour Rigobert Song, c'était valable aussi pour Antonio Conceição. Je veux dire. Oui, mais parce que tout le monde, excusez-moi, tout le monde. Quel a été son péché? Quel a été donc le péché d'Antonio Conceição à part ne pas être camerounais finalement? Si vous reconnaissez que quand on va jouer un match. Oui. Pour chaque footballeur, pour chaque personne qui est un peu à la fille du football, qui connaît un peu le ABC du football, Conceição était l'entraîneur le plus nul qu'on a eu. Il a eu la chance d'avoir les résultats parce qu'on avait une bonne effectif. Regardez la Coupe d'Afrique des Nations. Conceição, tactiquement, a été, si vous regardez, je dis bien tactique, hein, monsieur, l'équipe nationale du Cameroun est l'équipe qui a été moins offensive. On a marqué plus de buts parce qu'on avait 2 joueurs qui avaient des qualités devant. Mais on jouait avec un milieu de terrain, avec 3 défenseurs. Je vous dis, tactiquement, Conceição n'était pas à la hauteur. Et en plus de ça, je peux vous dire, il n'a pas su gérer les hommes. C'est très important de gérer les hommes. Et on a bien vu que notre niveau n'était pas le meilleur des niveaux à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça qu'on n'est pas allé au bout. On devrait, avec cette équipe, on devait aller au bout et gagner cette Coupe d'Afrique des Nations si on avait un entraîneur qui était meilleur que lui. Donc je répète et je le dis. Peut-être que je ne suis pas la personne mieux placée parce qu'on va dire, c'est mon ami Rigobert Song, je connais bien la personne, mais je vous dis, parce que moi, je dis tout ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, Rigobert Song est l'homme de la situation, accompagnons-le, permettons à cette équipe. Et admettons qu'il puisse tomber. Pardon? Et admettons qu'il puisse tomber et que le Cameroun ne passe pas lors des barrages pour la Coupe du Monde. Vous pouvez prendre, je sais pas, vous pouvez prendre même, prenons le meilleur entraîneur, José Mourinho, par exemple. Vous donnez aujourd'hui avec la nation du Cameroun, il peut perdre contre l'Algérie, ça peut arriver. Vous savez, un match de football, ce n'est jamais gagné d'avance. On peut gagner, on peut perdre. Il faut que nous, les Camerounais, apprennent ça. Je dis et je répète que si Rigobert Song nous qualifie, c'est une super belle chose. C'est ce que je suis appelé de tous mes vœux. Et je pense qu'il y a la qualité pour. Mais on peut aussi ne pas être qualifié. Si on n'est pas qualifié, ce n'est pas grave parce qu'il faut rebâtir derrière, il faut construire derrière et c'est l'homme de la situation aussi. Et si on n'est pas qualifié, ça fera 2 fois que le Cameroun, de façon successive, que le Cameroun ne va pas à la Coupe du Monde. C'est pas bien grave. Non, si je vous dis et je vous répète que moi, mon souhait, et je suis persuadé que c'est ce qui va se passer, on va se qualifier. Mais je vous dis aussi parce que je suis un être humain, parce que je suis un footballeur qui a joué au football et qui sait qu'on peut gagner, on peut perdre. Ça peut arriver aussi qu'on perd. Donc il faut qu'on apprenne ça. D'accord. Alors pour sortir de cette première phase, hein, on a beaucoup parlé de Rigobert Song en termes de fighting spirit. Comment est-ce qu'il insuffle cet esprit-là à ses coéquipiers? Je vais vous dire une chose, ce que j'ai vécu avec lui. Oui, racontez-nous une histoire, par exemple. Je dis toujours aux gens que Rigobert Song, il a eu le brassard du capitaine grâce un petit peu à moi. Parce que on devait jouer un match, à l'époque on dormait à l'hôtel de Macombé, on devait jouer un match et à l'époque c'était l'entraîneur Despierreux, le coach belge qui était là et il n'y avait pas de capitaine. Donc l'homme qui portait le brassard plus ou moins c'était Songo et il n'était pas là et on cherchait un capitaine. Et alors, je suis allé voir mon grand frère Alphonse Tchami, parce qu'avec Despierreux, je m'entendais très bien, je parlais très bien avec Despierreux. Je suis allé voir Alphonse Tchami, j'ai dit à mon grand frère Alphonse, j'ai dit frère Despierreux, on a besoin d'un grand frère, d'un capitaine en ce moment, parce que voilà, l'équipe est un peu entre deux générations. Il faut un capitaine et tout. Moi, je pense que tu es la personne appropriée. Alphonse qui me dit, non, moi, c'est ce qu'on ne m'intéresse pas. Après, je pose la même question à Michel. Il me dit non, pas du tout, moi, je ne suis pas dans ces histoires. Alors maintenant, dans la blague comme ça, je suis en train d'aller dans la chambre, et à l'époque, je dormais avec Rigobert Song. Je dis à Rigo, et je viens de parler avec l'entraîneur, avec Despierreux, et il dit que, franchement, il faudrait qu'on trouve un capitaine qui va dynamiser le groupe et tout. Et puis, Rigobert qui me dit, Magnan, tu me connais,
c'est moi qui va prendre le brassard là et je vais humaniser tout le monde. Tout le monde va marcher comme je veux. Et comme les blagues, et j'ai dit à des pieux, mais pourquoi pas mettre un jeune? Et c'est comme ça que Rigobert Song prend le brassard et il reste capitaine tout le temps que vous savez. Et pour motiver les joueurs, Rigobert Song avait un seul mot dans la bouche. Et ce mot, notre coéquipier, il a appliqué ce mot comme jamais sans le vouloir. C'est feu fouet. Rigobert Song disait toujours que quand on va dans un stade de football, il faut qu'on meure pour notre pays. Si on doit mourir pour le pays, on meurt dans le stade. C'est ce qu'il disait toujours Rigobert Song. Et vous voyez que notre feu fouet, il est décidé sur le stade parce qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Et c'est comme ça que Rigobert Song il est. Quand il va dans un stade de foot, il ne va pas pour perdre. Il va toujours pour gagner. Et je pense que c'est la même discipline qu'il va apporter à notre nouvelle génération. D'accord. Vous avez parlé de Missé Missé, hein, juste l'occasion de lui adresser, transmettre nos amitiés. Il était censé également être sur ce plateau. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Alors, Maître Roland, qu'est-ce qui vous inspire cette nomination de Rigobert Song? D'abord, je voudrais préciser la casquette en laquelle je répondrai à votre question. C'est celle d'un fan de football. Oui. On vous a vu justement au stade Japoma pendant la CAN. Comme je l'ai dit. Pas une fois. On était étonnés de le voir là. Alors, ceux qui ont été étonnés, je me demande bien ce qui les étonnait. Comme si le stade de Japoma et les autres... Parce que vous sortez de menaces de boycott. Le jour où vous allez nous montrer cette menace de boycott, peut-être qu'on en rediscutera, honorable. Mais je considère que, d'ailleurs c'est le professeur Maurice Kamto qui le disait, dans son adresse lorsqu'il a démissionné du gouvernement en 2011, c'était qu'aucun pont un pont de construit ne sera pas à reconstruire. Il ne pensait pas l'État comme un éternel recommencement. Donc, même si on n'est pas d'accord sur la manière dont les choses sont faites, ce qui est fait est là et on part de là. Refermons la parenthèse, Maître Rolandio, la nomination. La nomination en tant que fan de football, j'ai accueilli avec un certain soulagement, même une certaine satisfaction, la nomination de celui que je n'arrive pas à appeler autrement que Capitaine Song. Vous voyez à quel point l'idée du capitanat est greffée à son image. C'était un peu naturel de mon point de vue que cette fonction-là lui échoue. Et pour revenir à ce que Bernard disait tout à l'heure, je serais heureux de voir une autre gloire du football camerounais, comme Patrick Mboma, prendre en charge, par exemple, l'équipe des U23, qui me semble être une équipe dans laquelle on prépare les enjeux de demain, là où une sorte de pépinière de l'équipe Fagnon. Je serais très heureux de voir un talent comme celui-là mis à contribution pour donner aussi une marque, imprimer une marque sur cette catégorie de notre équipe nationale, qui généralement est un peu les starting blocks pour les équipes, pour l'équipe Fagnon. Ça, c'est sur le plan ça c'est le sentiment du fan de football. Et je vais également ajouter que je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de procès particulier à faire à Rigobert Song. Je crois qu'il mérite que sa chance lui soit donnée. Il mérite même que des erreurs lui soient pardonnées. On en a pardonné à d'autres, pourquoi pas à lui? Je peux regretter simplement que pour la forme, il n'ait pas eu un encadrement plus objectif de sa nomination. On aurait peut-être, par exemple, aimé que cela se fasse à la suite d'un appel d'offres. Mais ce qui est fait est fait. Et vraiment, en tant que fan de football, je souhaite plein succès à Rigobert Song et aux Lions Indomptables, notamment pour les échéances à venir. Je souhaite que nous nous qualifions pour la Coupe du Monde et je serais heureux que ce soit Rigobert Song Bahana qui nous qualifie pour cette Coupe du Monde. Et qu'on lui donne le temps, je suis d'accord avec Bernard, on a donné du temps à Aliou Cissé, vous voyez. Il a eu des échecs avec l'équipe du Sénégal. Il a également eu des succès. Mais c'est parce que, je crois, on lui a donné le temps de faire ses erreurs, de corriger ce qu'il pouvait corriger et d'arriver à un niveau où il a une équipe qui lui a permis de gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun. Alors, avant Maître Claude Assira, Bernard Choutan, j'aimerais repartir avec vous. On se souvient de la débâcle des Lions Indomptables lors du mondial brésilien. Je pense que c'était en 2014. Et Rigobert Song faisait justement partie du staff technique présent pour l'encadrement des Lions Indomptables. On se souvient de tout ce qui a été dit dans la tanière, des incompréhensions, des divisions. Et quand il fallait mettre tout le monde à l'écart, Rigobert Song a également été mis. Vous êtes avec nous, Bernard Choutan? Alors, Bernard Choutan n'est peut-être plus avec nous. On reviendra avec lui. Alors, Bernard Choutan?
Oui, je vous écoute, je vous écoute. J'aimerais revenir justement sur ce qui s'est passé lors du mondial brésilien en 2014, lorsque je me souviens que Rigobert Song faisait justement partie du staff technique. Et ce même staff. Non, il était joueur, il était joueur. Voilà, il était joueur. Voilà. On a parlé de division dans la tanière et le nom de Rigobert Song également a été évoqué à cette époque, comme celui de Samuel Eto'o-Fils. Vous savez très bien que. Je veux dire, au moment où on parle d'union dans la tanière au sein de l'équipe nationale, est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il faut finalement? Justement parce que je pense que à cette époque 2014, il y a une chose qui a été très très mal faite, c'est-à-dire que vous savez, le capitanat, le brassard, c'est quelque chose de très important quand tu es capitaine. Il faut savoir ce qu'on appelle la passation du brassard. Au Cameroun, ça a tout été fait. Mais en 2014, ça ne s'est pas fait. On sait ce qui s'est passé entre le fait que l'entraîneur il est arrivé, il a retiré le brassard à Rigobert Song, il a donné à Samuel Eto'o sans avoir cette transition-là. Ça a créé des tensions. Et il y a eu plus ou moins 2 ou 3 groupes qui se sont formés. Le groupe de ceux qui supportaient Rigobert Song et le groupe de Samuel Eto'o, ceux qui voulaient que Samuel Eto'o soit capitaine. Que vous voulez ou pas, ça ne se passe toujours comme ça. Vous êtes journaliste, dans les médias, vous faites une émission. Si demain on vous invite dans votre émission avec quelqu'un d'autre, ceux qui travaillent avec vous ne sont pas contents forcément d'avoir celui qui vient d'arriver. C'est souvent comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé en 2014. Il y a eu des embrouilles, il y a eu deux groupes plus ou moins, et le fait que le capitaine qui était emblématique, Rigobert Song, il a été pas... on l'a pas géré comme il fallait, c'est-à-dire qu'on l'a mis au banc de touche sans l'expliquer quoi que ce soit, on a retiré le brassard sans l'expliquer quoi que ce soit, il n'y a pas eu cette réunion qu'il y a souvent avant de passer le brassard à quelqu'un d'autre, donc ça crée la tension. C'est pour ça qu'il y a eu cette tension en 2014. Mais je peux vous dire une chose, maintenant, ça peut plus être le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rigobert Song, il sait tout ça. Samuel Eto'o qui est président de la fédération, ils savent tous à quel point l'autre brassard, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il faut un capitaine, quelqu'un qui peut fédérer, qui peut grouper. Justement, sauf que la nation est au-dessus du brassard. Vous avez dit tout à l'heure que le discours de Rigobert Song, c'est on meurt pour la nation. Oui, mais justement, je vous dis que c'est pas parce que Rigobert Song le dit que, je sais pas, Bernard Tutan le pense, aussi bien Bernard tu vas le dire. Donc c'est pour ça que l'homme qui porte le brassard, c'est quelqu'un qui doit avoir la possibilité de fédérer tout le monde autour de lui. C'est très important le meneur d'homme, je vous promets. Quand Rigobert Song était capitaine, croyez-moi, il était le capitaine dans le stade de football. Est-ce qu'à cette époque, Samuel Eto'o-Fils n'avait pas la même capacité de fédérer? Non, pourquoi il y a eu des tensions s'il avait la même capacité? Je vais expliquer une chose. D'accord. Le capitaine, il porte le brassard au stade. Dans ma génération, à notre époque, Rigobert Song était le capitaine emblématique. Quand on entrait au stade, on savait que Rigobert Song au stade, il pouvait tuer quelqu'un pour le maillot. Mais dès qu'on sortait du stade, on est dans les vestiaires, Rigobert Song n'était plus capitaine. Il était deuxième capitaine parce que le capitaine s'était fourré. Donc, dans une équipe, il y a toujours 2 ou 3 capitaines. Il y a le capitaine dans le stade, il y a le capitaine dans les vestiaires. C'est très important que vous compreniez ça. Regardez en 2017. Moukantou était capitaine. Mais l'homme qui était capitaine derrière, c'était Nkoulou. C'était Nkoulou qui faisait presque tout. Mais personne ne le savait. Donc c'est très important. Ne voyez pas juste celui qui porte le brassard. Regardez ceux qui sont autour de lui. Vous avez vu qu'en 2017, c'était Moukantou capitaine. Mais Nkoulou et Aboubakar Vincent, ils ont joué un rôle très très important pour fédérer le groupe. C'est ce qui a manqué à Samuel Eto'o en 2014. Quand Samuel Eto'o prend le brassard, Samuel Eto'o n'a pas autour de lui des personnes qui peuvent l'amener à comprendre à quel point c'est important. Alors que Rigobert Song, lui, il a eu ça. Alors que Moukantou, il a eu ça. Donc, c'est par rapport à ce qui s'est passé en 2014 ne peut plus se répéter parce que Samuel Eto'o, il a appris de cette erreur. Il a appris que le brassard était enlevé de la mauvaise façon à Rigobert Song. L'entraîneur n'aurait pas dû le faire. Samuel Eto'o a appris. Regardez la preuve aujourd'hui, c'est que Samuel Eto'o travaille avec Rigobert Song. Aujourd'hui, vous avez vu pendant la campagne, Rigobert Song et Samuel Eto'o, à quel point ils se sont mis ensemble pour trouver ce qu'il faut pour le football camerounais. Aujourd'hui, Rigobert Song en tant que capitaine, en tant qu'entraîneur, il va trouver le capitaine qu'il faut. Pour que autour du capitaine qu'il faut, il y a des personnes qui l'accompagnent. C'est très important que vous compreniez ça. Donc, je pense que les erreurs de 2014 ne peuvent plus être reproduites aujourd'hui parce que tous ceux qui sont à la tête des équipes nationales, comme l'entraîneur,
comme le sélectionneur, comme le président de l'Africa Foot, ils l'ont vécu. Et c'est un traumatisme pour le football camerounais. Et ils ne peuvent plus accepter que ça se répète. D'accord. Maître Claude Assira, mis bout en bout, on a ces éléments qui ont précédé justement la nomination de Rigobert Song. On a la sortie du ministre des Sports, le professeur Narcisse, professeur comme vous d'ailleurs, le professeur Narcisse Mwele Kombi sur la CIA-TV. Quelque temps après, on a la note musclée, entre guillemets, de Samuel Eto'o-Fils. Ensuite, on a le président de la République qui vient trancher par le stylo du ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwele Kombi. Comment est-ce que vous analysez justement tous ces éléments-là qui ont précédé la nomination de Rigobert Song? Le président de la République, il a tranché, mais s'il a tranché là, il a tranché 2 fois. Il doit avoir un couteau à double lame parce qu'il a tranché une première fois pour Conceição. On l'a lu et quelques temps après, il a tranché à nouveau pour... C'était une erreur. On reviendra avec vous sur cette question. Vous aurez l'occasion. La première note, c'était une note qui datait de 2021 et personne n'a fait attention. 2019. Allez-y. D'accord. 2019, justement. Donc, en fait, moi d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que moi si on m'avait demandé de choisir un entraîneur, je ne sais pas si j'aurais choisi spontanément Rigobert Song, mais on n'en est plus là. Tout comme si on m'avait Pourquoi vous l'aurez pas choisi? Je vais vous dire. D'accord. Si on m'avait demandé de choisir le président de la fédération, ce n'est pas Samuel Eto'o que j'aurais choisi, mais il se trouve que c'est Samuel Eto'o qui est là aujourd'hui. L'élection, elle est passée. Il a été valablement élu. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on est un démocrate, il faut pouvoir accepter ce qui est fait. Surtout quand ça l'est de façon juridique. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la fédération. Je lui souhaite bonne chance. Idem pour Rigobert Song. Je pense que certains ont développé un certain nombre d'éléments, notamment son inexpérience. Mais votre question, elle vient de mon point de vue un peu tardivement, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est là. Oui, mais ça nous intéresse de savoir pourquoi est-ce que vous n'aurez pas choisi Samuel Eto'o-Fils, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas choisi Rigobert Song. Dans un choix... Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux hommes? Dans un choix, il y a toujours forcément des éléments de subjectivité qui peuvent être soit en défaveur d'un candidat, soit en faveur d'un autre. Quels sont ces éléments, maître? Là, en l'occurrence, il se trouve que c'était des éléments purement et simplement subjectifs qui faisaient que j'avais soutenu pour des raisons de collaboration et de loyauté, l'équipe qui y était auparavant, qui a été battue démocratiquement. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est une nouvelle équipe qui y est. On doit pouvoir leur souhaiter bonne chance pour l'ensemble du football camerounais. Ça, c'est pour Samuel Eto'o. C'est pour Samuel Eto'o. Et sur Rigobert Song. Maintenant, pour Rigobert Song, oui. Je pense que j'ai déjà eu l'occasion de développer à plusieurs reprises cette théorie-là, qui consiste à ce que notre société, là je ne sais pas l'individu, la personne, c'est la société d'une façon globale camerounaise qui est tellement compliquée que je crains toujours qu'un Camerounais ne puisse pas avoir l'élévation suffisante pour l'empêcher de rester prisonnier des petits groupuscules mauvais qui peuvent avoir des caractères divers. Donc c'est ça ma crainte. Mais comme je vous le dis aujourd'hui, c'est lui qui a été désigné, donc par conséquent, on est bien obligé de l'admettre, d'autant plus qu'il n'est pas moins entraîneur qu'un autre. Et comme tous les entraîneurs, il va être jugé uniquement sur ses résultats. Donc à partir de ce qu'il va pouvoir apporter sur le terrain, de l'expérience qu'il peut avoir eue, en connaissant parfaitement le milieu, en faisant la rupture que nous pouvons avoir. Parce que ce que vous dit M. Choutan tout à l'heure, quand on a été un peu footballeur, qu'on a vécu dans un environnement, une équipe de football, c'est un peu comme la technologie d'un avion. Ça se joue à des petits détails. Vous n'avez jamais posé la question de savoir comment ça se fait que... Vous allez dire aux téléspectateurs que vous avez été footballeur également. Si vous le dites pour moi, je vous assure que voilà, je vous... Pas d'objection. Voilà, oui, j'ai pas d'objection à cela. Voilà. Vous n'avez jamais posé la question, comment ça se fait qu'un joueur comme celui qu'on considère aujourd'hui comme étant le meilleur joueur du monde, Messi avait des performances, je vous dis, pratiquement, tout à fait, quand il était à Barcelone. Ouais. Mais il n'a jamais, je vous dis jamais, réussi à réitérer les mêmes dans son équipe. C'est un environnement, c'est un biotope, c'est un contexte particulier où il y a de petites choses qui doivent être mises bout à bout. Donc lui au moins, il a la connaissance de cet environnement-là, de ce contexte. On peut mettre ça à son crédit. Donc moi, je veux bien espérer que ça va être une chance. Et au demeurant, c'est une rupture. Donc de toute manière, au stade où nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas faire autre chose que d'être dans l'espoir que on ne s'est pas trompé et que les éléments positifs qu'il peut avoir pour lui
vont permettre l'émergence, le décollage définitif. Est-ce que vous étiez de ceux justement qui appelaient à la nationalisation du banc de touche camerounais? Non, je vous ai dit tout à l'heure les raisons pour lesquelles je ne pensais pas, mais c'est une opinion. Non, je veux dire, on ne parle plus de Rigobertson. Oui. Des Camerounais ont laissé entendre qu'il était important qu'à ce stade-ci, les Lions indomptables du Cameroun soient gérés par un Camerounais. Est-ce que vous étiez de ceux-là? Je veux dire, peu importe le Camerounais, que ce soit Patrick Mboma, que ce soit... Mais est-ce que vous étiez pour ceux qui appelaient à la nationalisation? J'y ai déjà répondu. J'ai d'ailleurs fait un message public. Quand on compare, par exemple, avec Aliou Cissé, si vous connaissez un peu la nation sénégalaise, quelle qu'elle soit, d'où que vous soyez, ils ont tous à peu près le même... je ne voudrais pas emprunter cette expression malheureuse d'autrefois. Ils parlent tous la même langue. Le Sénégalais que vous verriez, que ce soit dans un pays européen ou ailleurs, aura toujours avec son proche, de façon pratiquement instinctive, le même élan, la même solidarité. Bon, moi, c'était un peu pour ces petites raisons-là, qui n'ont rien à voir avec la dimension technique et les qualités de quiconque qu'on puisse mettre là. Je pense qu'ils ont exactement les mêmes qualités qu'on peut retrouver auprès de n'importe quel autre entraîneur. Je suis sûr qu'en valeur brute, ils auraient exactement le même degré de performance. Ce que je crains seulement, c'est l'influence du milieu sur le contexte général d'une façon globale. Vous allez me dire, c'est vrai aussi sur un entraîneur étranger. Le seul problème, c'est que l'entraîneur étranger a suffisamment de distance de par sa sociologie qui peuvent éviter ou retarder en tout cas le processus de pourrissement, alors que quand on est un natif du coin, on est immergé un peu dans ce contexte qui peut parfois avoir des influences mauvaises. C'était de ce point de vue. Mais sinon, en dehors de ça, je pense, je fais partie de ceux qui croient que le mérite camerounais, le mérite black, doit également, à un moment ou à un autre, être mis en avant. Alors, Samuel Mout, avec vous, j'aimerais interroger justement la cohérence des éléments autour de cette nomination entre la prise de parole du ministre des Sports le 13 février à la CIA TV et la signature du communiqué de presse le 28 février. On a l'impression finalement qu'en quelques temps, en quelques jours, parce que je précise que lorsque le ministre, le professeur Narcisse Moëlle Kombi s'exprime, il le dit bien, le chef de l'État, et lorsqu'il revient dans le communiqué, il parle encore du chef de l'État. Donc on a l'impression qu'en quelques temps, seulement quelques jours, le président a donné des instructions et des contre-instructions sur la même affaire. Non, c'est pour ça que j'ai tenu, je m'en excuse d'ailleurs. Non, vous parliez du communiqué de 2019. Oui, Voilà, mais là, je parle avant cela, voilà. Je parle de toute autre chose. Non, je voulais m'excuser de lui avoir pris quelques secondes. Là, c'était nécessaire. Non, il n'y a pas, il me semble, à mon sens, il n'y a Je pas... veux dire, lorsque le ministre s'exprime le 13 février, il dit bien, le chef de l'État... Il s'exprime se basant sur ce qui s'est passé avant. Le fait du précédent ça venait pas du chef de l'État. Je crois qu'il s'appuie... Il s'appuie... Non, mais... Puisqu'il a dit que ça venait du chef de l'État. Mais se fondant sur la note de 2019, où on dit effectivement de manière très claire, nous pensons que nous vous donnons l'autorisation de signer le contrat avec Concessao. En fait, il faisait part des instructions du chef de l'État 2 ans après, c'est ça? Oui, je pense. Et d'ailleurs, le point que vous soulevez, c'est celui du conflit de compétences qu'il y a eu à un moment donné. Et donc là également, mais s'il pense que la compétence est de son côté, mais il prendrait la décision comme celle qu'il a dû prendre en disant que je pense qu'on va renouveler. Après, maintenant, on lui rappelle que de toutes les façons, on aurait espéré que vous puissiez discuter ça ensemble avant de prendre une décision. En fait, c'est la logique des instructions présidentielles que j'interroge. Non, mais j'ai bien compris, mais je crois qu'en la matière, sauf si vous apportez la preuve contraire, et la cohérence. Il n'y a pas une instruction préalable. Avant la prise de la décision. C'est quand même le média d'État qui nous l'a dit. Hein. Il n'y a pas. Non, mais non, c'est pas voilà, c'est le ministre qui s'exprime en disant que sur le fondement de ce qui s'est passé antérieurement, il pense que le contrat de Concessao doit être renouvelé. Pour faire simple, honorable, je m'excuse, mais pour faire simple, on n'a que votre parole pour croire que ce n'est pas une vraie instruction. Mais de l'autre côté, on a tout un ministre qui s'exprime sur un média officiel. Oui. Donc, votre opinion contre tout ça, c'est quand même un peu difficile à... Non, mais est-ce que mon propos était de nature, avait pour vocation à dire que le ministre de vous croire, vous, plutôt que l'autre camp. Le ministre, il est évident qu'en ce qui me concerne, la prise de parole qui est la sienne, il était pour le renouvellement de Concessao. Donc, en fait, la première prise de parole le 13 février... Est-ce qu'il a eu une instruction particulière? Le 13 février. Il me semble que non. D'accord. Maintenant, le point qui s'est posé par la suite, et c'est sur ce point-là que nous avons discuté pendant des semaines et des semaines, c'est de lui dire la nomination d'un entraîneur
à ce stade-là est de la compétence de qui? Et je pense que le point a été tranché en disant que de toutes les façons, on vous incite à vous Des aveux du conseiller. professeur Narcisse Moïle-Kombi? Non, puisqu'en définitive, c'est lui également qui signe le dernier communiqué. Ça confirme donc qu'au moins vous aurez... Il n'a pas été désavoué. Oh, mais écoutez, on n'en est pas là. On n'en est pas là pour savoir s'il a été désavoué ou pas désavoué. De toutes les Ça façons... peut être intéressant pour vous, là. Compte tenu également de l'évolution... ça. Compte tenu de Pas nous l'évolution... particulièrement, mais Ben, au moins... écoutez, alors pour couper le débat. la vie nous enseigne qu'il n'y a que des idiots qui ne changent pas D'accord. d'avis. Ah, d'accord. Et c'est vrai que Au moins, professeur c'est dit. Ndiomwele s'apprêtait à dire, avant de changer d'avis, assurez que vous n'êtes pas idiot. Mais dans le cas d'espèce, également, il y a un certain nombre d'indicateurs nouveaux, compte tenu de la montée en puissance de Samuel Eto'o, et je voudrais d'ailleurs parler de ça, parce que cette nomination-là est inscrite dans une certaine dynamique qui a été enclenchée, que certainement le ministre des Sports n'a pas vu venir. Et Samuel Eto'o, on disait qu'il faisait une campagne calamiteuse, il nous a montré qu'il avait bien les ficelles du métier pour pouvoir gagner une élection aussi compliquée que celle-là. Il a gagné. Par la suite, effectivement, on voyait qu'il essaie de marquer son empreinte. Et dans le cadre de cette montée en puissance, là, je crois qu'effectivement, il y a quelqu'un qui n'a pas compris que à un moment donné, on pourrait lui concéder un certain nombre de faveurs. Il y a un entraîneur qui a été mis en place, qui a été nommé. Moi, je voudrais seulement prendre acte, lui souhaiter bonne chance, comme Claude Assira a dit tout à l'heure. Mais là également, je voudrais revenir sur l'essentiel. Après, on avisera. C'est cette avisera qu'on veut m'interdire de prononcer sur ce plateau. Quand lorsque vous avez nommé quelqu'un, lorsque vous l'avez élu, pour lui donner le temps nécessaire à déployer une politique pour laquelle on est tous d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Voilà, et donc là, ce que nous demandons, y compris pour vous, Laurent vis-à-vis de ceux qui sont à la charge de l'État, qui est porté par l'allégresse aujourd'hui en disant que c'est le meilleur entraîneur du monde. Moi, je pense qu'en Je n'ai pas matière de dit ça, timing, honorable. je pense qu'en matière de timing, je suis encore là et vaut mieux ne pas dire ce que je en n'ai pas matière dit. de timing, peut-être on aurait pu attendre. Est-ce que vous étiez également de ceux, je vous pose la même question qu'à Maître Claude Assira, vous étiez de ceux qui je appelaient suis dans les mêmes positions. Oui, non, mais bon, effectivement, ce qu'il soulève... Nationalisation du banc de touche camerounais. Également, il ne faut pas le mettre par perte au profit, oui, effectivement. Aujourd'hui, d'ailleurs, un manager, à ce qui me semble, ce n'est pas nécessairement un technicien en la matière. Hein. On le juge beaucoup plus sur un certain nombre d'autres éléments que celui des aspects techniques, parce que quand on arrive au poste de manager, en réalité, c'est qu'on a maîtrisé la technique par ailleurs. C'est pas sur ce encore qu'une équipe nationale... Pardon? Encore qu'une équipe nationale, c'est des joueurs qui sont entraînés et qui jouent déjà dans les clubs. Mais je pense sincèrement qu'il fallait attendre, parce que contrairement à ce que Ndiaye dit là, il est tout en jouant, je pense que c'est le meilleur entraîneur. Je ne l'ai pas dit, honorable. Si ces gars-là, dans quelques jours là... Ne m'imputez pas les propos que je n'ai pas tenus. Si ces tenus. gars-là, dans 2 ou 3 jours là, se plantent sur les 2 matchs qui sont attendus, vous allez voir qu'effectivement... Alors, en une minute, Maître Orlandio, en une minute, on se souvient qu'avant la nomination de Rigobert Song par le chef de l'État, de nombreux Camerounais ont appelé justement à ce que le banc de touche camerounais soit nationalisé. Est-ce qu'on peut dire finalement que le chef de l'État, il a écouté le peuple camerounais sur cette question? Bon, je crois que le football sert beaucoup au Cameroun à divertir. Et il est possible que lorsque les points importants comme ceux-là sont soulevés quand ça concerne le football, que ceux qui nous dirigent et qui sont très souvent source d'autres questions fassent l'effort d'écouter. Et c'est le seul commentaire que je peux m'autoriser sur la question. Mais je rappelle que je n'ai pas donné un chèque en blanc à Rigobert Song. D'accord. Je dis simplement que je suis soulagé qu'enfin qu'il y ait un sur la même question, le chef de l'État... Et que si c'est Rigobert Song, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Sur la même question, Maître Claude Assira, le chef de l'État, il écoute finalement son peuple. Or, vous savez que si vous avez envie de faire un bilan, poser un jugement suppose une évaluation sur plusieurs points. Oui. C'est-à-dire que vous devez pouvoir avoir une grille sur laquelle vous indiquez, bon, très bien, au niveau de l'eau, est-ce que le peuple qui demande l'eau a été écouté, l'a obtenu, vous cochez. Est-ce qu'au niveau de l'électricité, est-ce qu'au niveau des infrastructures routières, tout à fait les enseignants, etc. Donc c'est à peu près au bout de ces éléments-là, ce n'est pas sur des détails. Je ne veux pas, encore une fois, minimiser la portée de l'acte qui a été pris, mais il ne faut pas qu'on pense qu'une hirondelle fait le printemps. Je voudrais pouvoir avoir un peu plus que ça d'éléments pour pouvoir juger comme vous m'y incitez. Alors, oui. Non, j'allais dire ça en 2025 sur la base de son évaluation. Bernard Par Toutan, exemple. Vous êtes avec nous? républicaine. Je vous écoute. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau staff technique dans lequel on retrouve pas mal de Camerounais finalement?
Avant de répondre à la question, je vais revenir sur ce qu'a dit M. Maud. C'est quoi mon frère? C'est justement ça, c'est parce qu'il est votre frère. Non, je pense qui que aime bien ce que vous avez dit est pertinent dans la mesure où le ministre des Sports, sa lettre de réponse à Samuel Eto'o était plutôt, je pense qu'il a voulu jouer à un jeu qui n'était pas très sain. Parce que il nous sort une lettre de 2019 où justement il y avait l'accord du président de la République pour signer le contrat du concessionnaire, pas pour renouveler le contrat. Il faut voir la nuance entre signer le contrat et renouveler le contrat. Là, on parlait d'un contrat qui devait être renouvelé. Il n'avait pas l'accord de la présidence. Mais il a voulu jouer à ça comme d'habitude au Cameroun. On sait que certains ministres aiment bien avoir le pouvoir. Donc, c'était juste une parenthèse que je vais faire. Donc, j'ai dit évidemment que ce qu'on attend de l'équipe de son et ce qu'on va constater, ça va être deux choses. La discipline. Vous avez remarqué pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas de discipline. Comme c'est ça, il avait un adjoint qui était au Mambi. Est-ce qu'une seule fois vous avez vu au Mambi comment de toucher? Est-ce qu'une seule fois vous avez vu Conceição se compléter au Mambi pour faire un changement ou bien pour faire l'équipe jamais de la vie? Il faudrait qu'au Mambi, il était un joueur et parce qu'il a trop de choses à dire. Parce que pour vous dire une chose, au Mambi était l'entraîneur adjoint pendant la Coupe d'Afrique des Nations, mais il n'a pas été assis au banc, il ne touche même pas une seule fois. Donc, c'est une des choses qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Conceição soit mis à côté. Au-delà du fait qu'il avait eu ce qu'on appelle un cahier des charges. C'était gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'était normal, tout à fait normal que la fédération décide qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et surtout que tous les Camerounais, tous les sportifs, on appelé de tous nos voeux qu'à la tête des classements du Cameroun, on met enfin un ancien footballeur camerounais. Et c'est le fait, et c'est le cas. Donc, aujourd'hui, ce que vous avez constaté, ça va être la première chose, il va y avoir une discipline de travail, une discipline au niveau de l'équipe nationale, une discipline de résultats. Parce qu'un garçon comme Rigobert Song, quand il vient là, c'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Ça peut arriver qu'il perde, mais je vous dis pour l'avance que c'est pour gagner. Donc on va voir un changement au niveau du travail, au niveau disciplinaire, et surtout, même au niveau aujourd'hui, pour appeler certains joueurs, croyez-moi qu'il y a des joueurs là qui vont sauter des équipes, non pas le meilleur d'eux. L'équipe d'avant a appelé certains. Il n'est pas complaisant. Ça va changer. Parce que Rigobert, ce qu'il veut, c'est le résultat. Alors, puisque c'est votre ami et que vous semblez être dans le secret des dieux, qu'est-ce qu'il en est du cas Joël Matip? Donc, je lis un peu de tout depuis hier que Joël Matip aurait dit non, Rigobert Song, c'est pas le cas. Ils se sont vus, ils ont discuté. Et je peux vous dire, Joël Matip, il a mis la question en réflexion parce que vous savez très très bien de quelle manière les partis qui nationaux du Cameroun, quand il est parti qui nationaux du Cameroun, à quel point ces personnes ont envoyé des messages pour dire on n'a pas besoin de lui, on s'est moqué de lui. Donc c'est pas évident, c'est pas en un jour qu'il va changer une décision qu'il a prise depuis 8 ans ou depuis 9 ans. Donc il faut du temps un petit peu à Joël pour qu'il revienne sa décision. Rigobert aura fait ce qu'il faut. Il a mis en stand-by en disant ok, il est dans la réflexion. Ça peut changer demain, après-demain. Il peut être dans la prochaine liste. Donc j'espère qu'il doit être dans la prochaine liste parce que moi je pense que c'est un joueur qu'il nous faut. Donc Rigobert aura fait ce qu'il faut. Actuellement il est dans la réflexion. Ça pourrait changer dans quelques jours. Enfin, Joël Matip n'a pas dit non, mais il n'a pas non plus dit oui. Oui, justement, parce que la réflexion, si vous dites, il engage bien. Même pour lui-même, ce n'est pas crédible. C'est pourquoi il a dit, donnez-moi quelques temps de réflexion. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Excusez-moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple je ne sais pas, un exemple qui n'a pas lieu d'être là, mais je vais prendre l'exemple. Vous courtisez une femme pendant 10 ans, vous envoie balader. Le lendemain, vous appelez, vous dites, oh, je vous invite au restaurant, vous venez, non, vous réfléchissez. Donc c'est la même chose avec Matip. Matip dit, pendant 8 ans, vous m'avez envoyé balader, maintenant vous revenez vers moi, donnez-moi quand même le temps de réfléchir. Ça, c'est tout à fait normal, ça, on peut l'accepter quand même. Alors, en un mois, on va sortir rapidement de la crise de cette émission. On va y aller en un mois avec vous. On va parler de la crise qui secoue depuis fin 2016 les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette semaine, c'est le sous-préfet des Kondo-Titi, le maire et 3 autres personnes qui ont perdu la vie. Donc, la question de la sécurité à nouveau au devant de la scène. Comment est-ce que vous réagissez? C'est toujours triste, franchement c'est toujours triste. Et comme je dis encore une fois depuis, j'invite les gens à aller suivre ma page Bernard Touta officiel sur YouTube où j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai parlé du cas du nord-ouest et du sud-ouest. Pour moi c'est très important. Je profite de l'occasion parce que sur votre plateau il y a des politiques. Il y a M. Mott, il y a M. Ndjeou, il y a de la société civile, il y a un peu tout le monde qui écoute cette émission. J'ai toujours appelé tous mes voeux à
à l'arrêt de la guerre. Parce qu'on ne peut pas accepter que nos frères et sœurs, moi j'ai toujours pris l'exemple des footballeurs anglophones avec qui j'ai joué, Kato, Pius Ndjefi, tous ces garçons ont perdu quelqu'un. Et c'est toujours difficile à accepter. D'accord. Donc aujourd'hui on a quelqu'un de très important, sous-préfet, qui meurt parce que tout simplement sa voiture a explosé sur une bombe. Ouais, à quel point cette guerre est devenue autre chose. J'appelle encore de tous mes voeux, une fois de plus, avec M. Motier là, faites ce qu'il faut faire, faites le nécessaire, M. Motier. S'il faut, moi j'ai pris un exemple un jour en disant que peut-être que je suis naïf, hein, mais s'il faut envoyer Samuel Eto'o, Rigobert sont là-bas pour dire à nos frères que calmez-vous, je crois qu'ils vont le faire. D'accord. S'il faut le faire, envoyez-les. Parce que je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'on arrête cette guerre, parce que ce sont nos frères militaires qui meurent, ce sont nos frères anglophones qui meurent, et ce n'est pas normal. Alors, en tout cas, Samuel Eto'o était déjà limbé. Alors, l'utilisation d'engins explosifs par les combattants, rapidement, en 1 minute vraiment, n'est pas nouvelle, mais il faut dire qu'elle a pris de l'ampleur, au moins depuis l'année dernière. On se souvient justement d'une communication à ce sujet du ministère de la Défense. Pourtant, on a l'impression que sur le comment réagir à ce type d'attaque, les forces de défense n'ont pas toujours trouvé la véritable stratégie. Qu'est-ce qui rend difficile la stratégie réponse à trouver? Il ne s'agit pas d'une attaque, il s'agit d'un piège que l'on met à un endroit précis et plus précisément en passant, vous tombez là-dessus. Les mines antipersonnelles sont des engins assez difficiles à contrôler. Je pense que ce qu'il faut faire, effectivement, c'est couper les sources d'approvisionnement. Il me semble, si on peut couper les sources d'approvisionnement, le reste pourra y aller, mais c'est difficile quand même de durer. Mais vous voyez très bien là aussi que, contrairement à ce que j'entends ici ou là, on ne fait rien du tout. Quand vous commencez à voir des gens qui posent des bombes, ça veut dire qu'ils sont dans un chemin de désespoir. Et dans le cadre de ce qui s'est passé là, effectivement, les gens voient très bien qu'ils ont perdu la bataille, mais ils sont en train de faire les barreaux d'honneur. Ce qui est important, et ce que nous avons souligné, c'est que en ce qui concerne ce genre de déviance, on condamne à bord. Après, maintenant, si on veut trouver des circonstances atténuantes aux gens qui ont dévié, on les trouvera le moment de la condamnation. Mais l'OMS n'a jamais condamné l'OSD. Maître Roland Diouf, on remarque que des attaques sont de plus en plus, vraiment en 1 minute, sont de plus en plus perpétrées sur les personnes qui sont censées représenter finalement l'autorité dans ces régions. Quel est le message que ça traduit en 1 minute? Je ne suis pas le porte-parole de ceux qui posent ces actions-là. Et M. Motte va certainement mal se sentir parce que ce qu'il dit n'est pas exact. Nous condamnons la guerre. Nous condamnons le fait que justement on soit dans un pays qui depuis depuis 5 ans est en prise à une guerre fratricide. Nous le rappelons toujours, une guerre fratricide, qu'on aurait pu éviter simplement en utilisant d'autres moyens qui sont par exemple le dialogue. Vous avez dit tout à l'heure que M. Samuel Eto'o était à Limbé, seulement il n'y est pas allé porter le message de l'apaisement. Il est allé dire qu'il pouvait se balader sans garde du corps en mangeant du soya. J'aimerais savoir s'il peut aller à Ekondo Titi aussi, sans garde du corps, manger du soya. Dans un contexte où on se serait attendu à ce qu'il utilise tout l'aura qui est le sien. L'Antique a indiqué qu'il serait l'influenceur camerounais le plus en vue. Il pouvait utiliser cette aura pour appeler ses concitoyens, pour appeler le gouvernement, qu'il a soutenu d'ailleurs en 2018, à retrouver le chemin du dialogue. Maître Claude Assira, sur la crise dite anglophone, les organisations de défense des droits humains estiment que c'est l'une des crises les plus oubliées dans le monde. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas, là encore, quel est le critère d'appréciation du degré de l'oubli, mais ce qui est certain, c'est qu'avec ou sans ces organisations internationales, nous avons mal, nous, Camerounais, dans notre nord-ouest et dans notre sud-ouest. Et je pense personnellement que les derniers événements que vous venez de l'indiquer sont encore un élément de plus qui vient nous rappeler le caractère relativement fratricide et particulièrement meurtrier de ce conflit qu'on a à un moment donné essayé de négliger. Évidemment, il faut, comme tout républicain, encore une fois, d'abord avoir la réprobation à l'égard de cet acte qui est un acte criminel, mais également avoir la lucidité de penser qu'il ne suffit pas simplement que d'y envoyer l'armée. Ce que disait M. Tchoutan tout à l'heure me semble important. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour permettre, les plus futiles fussent-ils, doivent être envisagés. S'il est possible qu'il puisse y avoir des actions au plus haut sommet de l'État, à l'Assemblée nationale, on n'a jamais pu avoir de débat, de discussion, même simplement les choses les plus élémentaires, envisager la possibilité de tout réunir et pas seulement que le tout répressif, parce que tout le monde sait que dans tous les pays où il y a eu une guerre
avec une opposition armée en interne, même avec la plus forte armée en Israël, l'armée seule ne suffit jamais à vaincre une guerre Bernard Choutan. interne. Merci Bernard Choutan d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci. Merci également. Monsieur Diou, bien des choses à vous et bon week-end à vous tous. Merci. Vos amitiés également à votre frère. Bernard, il faut saluer ton frère aussi. Oui, monsieur. Merci à vous, Samuel Maud, d'avoir été avec nous ce dimanche. Ça a été un plaisir. Portez-vous bien des choses à vous. Merci. Allez, merci. Merci. Je t'appelle tout à l'heure. Merci Roland Dio d'avoir été là. Merci également à vous, Maître Claude Assira. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain, lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.